Au XIXe siècle ou la journée d'un journaliste américain en 2889, cette fantaisie apparut pour la première fois, en langue anglaise, en février 1889, dans la revue américaine The Forum. Puis elle a été reproduite, avec quelques modifications, en langue française. Dans la version actuelle, on s'est parfois référé au texte primitif anglais. Monsieur J. V. Les hommes de ce XXIe siècle vivent au milieu d'une féerie continuelle, sans avoir l'air de s'en douter. Blasés sur les merveilles, ils restent froids devant celles que le progrès leur apporte chaque jour. Tout leur semble naturel. S'ils la comparaient au passé, ils apprécieraient mieux notre civilisation, et ils se rendraient compte du chemin parcouru. Combien leur apparaîtraient plus admirables nos cités modernes aux voies larges de 100 mètres, aux maisons hautes de 300, à la température toujours égale, au ciel sillonné par des milliers d'aérocars et d'aéro-omnibus. Auprès de ces villes, dont la population atteint parfois jusqu'à 10 millions d'habitants. Qu'étaient ces villages, ces hameaux d'il y a 1000 ans? C'est Paris, c'est Londres, c'est Berlin, c'est New York, bourgades mal aérées et boueuses, où circulaient des caisses cahotantes, traînées par des chevaux. Oui, des chevaux. C'est à ne pas le croire. S'ils se représentaient le défectueux fonctionnement des paquebots et des chemins de fer. Leurs collisions fréquentes, leur lenteur aussi. Quel prix les voyageurs n'attacheraient-ils pas aux aérotrains, et surtout à ces tubes pneumatiques, jetés à travers les océans, et dans lesquels on les transporte avec une vitesse de 1500 km/h. Enfin, ne jouirait-on pas mieux du téléphone et du téléphote, en se disant que nos pères en étaient réduits à cet appareil antédiluvien qu'il appelait le télégraphe. Chose étrange. Ces surprenantes transformations reposent sur des principes parfaitement connus de nos aïeux, qui n'en tiraient, pour ainsi dire, aucun parti. En effet, la chaleur, la vapeur, l'électricité, sont aussi vieilles que l'homme. À la fin du XIXe siècle, les savants n'affirmaient-ils pas déjà que la seule différence entre les forces physiques et chimiques réside dans un mode de vibration, propre à chacune d'elles, des particules éthériques. Puisqu'on avait fait ce pas énorme de reconnaître la parenté de toutes ces forces, il est vraiment inconcevable qu'il ait fallu un temps si long pour arriver à déterminer chacun des modes de vibration qui les différencient. Il est extraordinaire, surtout, que le moyen de passer directement de l'un à l'autre et de les produire les uns sans les autres ait été découvert tout récemment. C'est cependant ainsi que les choses se sont passées, et c'est seulement en 2790, il y a 100 ans, que le célèbre Oswald Nier y est parvenu. Un véritable bienfaiteur de l'humanité. Ce grand homme, sa trouvaille de génie fut la mère de toutes les autres. Une pléiade d'inventeurs en naquit, aboutissant à notre extraordinaire James Jackson. C'est à ce dernier que nous devons les nouveaux accumulateurs qui condensent, les uns la force contenue dans les rayons solaires, les autres l'électricité emmagasinée au sein de notre globe. Ceux-là, enfin, l'énergie provenant d'une source quelconque, chute d'eau, vent, rivière et fleuve, etc. C'est de lui que nous vient également le transformateur qui, obéissant à l'ordre d'une simple manette, puise la force vive dans les accumulateurs et la rend à l'espace, sous forme de chaleur, de lumière, d'électricité, de puissance mécanique, après en avoir obtenu le travail désiré. Oui, c'est du jour où ces deux instruments furent imaginés que date véritablement le progrès. Ils ont donné à l'homme une puissance à peu près infinie. Leurs applications ne se comptent plus. En atténuant les rigueurs de l'hiver par la restitution du trop-plein des chaleurs estivales, ils ont révolutionné l'agriculture. En fournissant la force motrice aux appareils de navigation aérienne, ils ont permis au commerce de prendre un magnifique essor. C'est à eux que l'on doit la production incessante de l'électricité sans pile ni machine, la lumière sans combustion ni incandescence, et enfin cette intarissable source d'énergie, qui a centuplé la production industrielle. Astérisque, astérisque, astérisque et bien. L'ensemble de ces merveilles, nous allons le rencontrer dans un hôtel incomparable, l'hôtel du Heurst Herald, récemment inauguré dans la 16823 E Avenue. Si le fondateur du New York Herald, Gordon Bennett, renaissait aujourd'hui, que dirait-il, en voyant ce palais de marbre et d'or, qui appartient à son illustre petit-fils, Francis Bennett? 30 générations se sont succédées, et le New York Herald s'est maintenu dans cette famille des Bennett. Il y a 200 ans, lorsque le gouvernement de l'Union fut transféré de Washington à Centropolis, le journal suivit le gouvernement à moins que ce ne soit le gouvernement qui ait suivi le journal, et il prit pour titre Heurst Herald. Et que l'on ne s'imagine pas qu'il ait périclité sous l'administration de Francis Bennett. Non, son nouveau directeur allait au contraire lui inculquer une puissance et une vitalité sans égale, en inaugurant le journalisme téléphonique. On connaît ce système, rendu pratique par l'incroyable diffusion du téléphone. Chaque matin, au lieu d'être imprimé comme dans les temps antiques, le Heurst Herald est parlé. C'est dans une rapide conversation avec un reporter, un homme politique ou un savant, que les abonnés apprennent ce qui peut les intéresser. Quant aux acheteurs au numéro, on le sait, pour quelques cents, ils prennent connaissance de l'exemplaire du jour dans d'innombrables cabinets phonographiques. Cette innovation de Francis Bennett galvanisa le vieux journal. En quelques mois, sa clientèle se chiffra par 85 millions d'abonnés.
et la fortune du directeur s'éleva progressivement à 30 milliards, de beaucoup dépassée aujourd'hui. Grâce à cette fortune, Francis Bennett a pu bâtir son nouvel hôtel, colossale construction à 4 façades, mesurant chacune 3 km, et dont le toit s'abrite sous le glorieux pavillon 75 fois étoilé de la Confédération. À cette heure, Francis Bennett, roi des journalistes, serait le roi des deux Amériques, si les Américains pouvaient jamais accepter un souverain quelconque. Vous en doutez, mais les plénipotentiaires de toutes les nations et nos ministres même se pressent à sa porte, mendiant ses conseils, quêtant son approbation, implorant l'appui de son tout-puissant organe. Comptez les savants qu'il encourage, les artistes qu'il entretient, les inventeurs qu'il subventionne. Royauté fatigante que la sienne, travail sans repos, et, bien certainement, un homme d'autrefois n'aurait pu résister à un tel labeur quotidien. Très heureusement, les hommes d'aujourd'hui sont de constitution plus robuste, grâce au progrès de l'hygiène et de la gymnastique, qui de 37 ans ont fait monter à 68 la moyenne de la vie humaine, grâce aussi à la préparation des aliments aseptiques, en attendant la prochaine découverte de l'air nutritif, qui permettra de se nourrir rien qu'en respirant. Et maintenant, s'il vous plaît de connaître tout ce que comporte la journée d'un directeur du Heurst Herald, prenez la peine de le suivre dans ses multiples occupations. Aujourd'hui même, ce 25 juillet de la présente année 2889. Francis Bennett, ce matin-là, s'est réveillé d'assez maussade humeur. Voilà 8 jours que sa femme est en France et il se trouve un peu seul. Le croirait-on? Depuis 10 ans qu'ils sont mariés, c'était la première fois que Mrs. Edith Bennett, la professional beauty, fait une si longue absence. D'ordinaire, 2 ou 3 jours suffisent à ses fréquents voyages en Europe, et plus particulièrement à Paris, où elle va acheter ses chapeaux. Dès son réveil, Francis Bennett mit donc en action son phonotéléphone, dont les fils aboutissent à l'hôtel qu'il possède aux Champs-Élysées. Le téléphone, complété par le téléphone, encore une conquête de notre époque. Si la transmission de la parole par les courants électriques est déjà fort ancienne, c'est d'hier seulement que l'on peut aussi transmettre l'image. Précieuse découverte, dont Francis Bennett ne fut pas le dernier à bénir l'inventeur, lorsqu'il aperçut sa femme, reproduite dans un miroir téléphotique, malgré l'énorme distance qui l'en séparait. 12 visions. Un peu fatigué du bal ou du théâtre de la veille, Mrs. Bennett est encore au lit. Bien qu'il soit près de midi là-bas. Elle dort, sa tête charmante enfouie dans les dentelles de l'oreiller. Mais la voilà qui s'agite. Ses lèvres tremblent. Elle rêve sans doute. Oui, elle rêve. Un nom s'échappe de sa bouche. Francis. Mon cher Francis. Son nom, prononcé par cette douce voix, a donné à l'humeur de Francis Bennett un tour plus heureux. Ne voulant pas réveiller la jolie dormeuse, il saute rapidement hors du lit, et pénètre dans son habilleuse mécanique. 2 minutes après, sans qu'il eût recours à l'aide d'un valet de chambre, la machine le déposait, lavé, coiffé, chaussé, vêtu et boutonné du haut en bas, sur le seuil de ses bureaux. La tournée quotidienne allait commencer. Ce fut dans la salle des romanciers feuilletonistes que Francis pénétra tout d'abord. Très vaste, cette salle, surmontée d'une large coupole translucide. Dans un coin, divers appareils téléphoniques par lesquels les 100 littérateurs du Heurst Herald racontent 100 chapitres de 100 romans au public enfiévré. Avisant un des feuilletonistes qui prenait 5 minutes de repos. Très bien, mon cher, lui dit Francis Bennett. Très bien, votre dernier chapitre. La scène où la jeune villageoise aborde avec son galant quelques problèmes de philosophie transcendante et d'une très fine observation. On n'a jamais mieux peint les mœurs champêtres. Continuez, mon cher Archibald. Bon courage. 10 000 abonnés nouveaux depuis hier. Grâce à vous. Mr. John Last, reprit-il en se tournant vers un autre de ses collaborateurs. Je suis moins satisfait de vous. Ça n'est pas vécu. Votre roman. Vous courez trop vite au but. Eh bien, et les procédés documentaires. Il faut disséquer. John Last. Il faut disséquer. Ce n'est pas avec une plume qu'on écrit de notre temps. C'est avec un bistouri. Chaque action dans la vie réelle est la résultante de pensées fugitives et successives, qu'il faut dénombrer avec soin, pour créer un être vivant. Et quoi de plus facile en se servant de l'hypnotisme électrique, qui dédouble l'homme et sépare ses deux personnalités. Regardez-vous vivre, mon cher John Last. Imitez votre confrère que je complimentais tout à l'heure. Faites-vous hypnotiser. 1. Vous le faites. Dites-vous. Pas assez alors, pas assez. Cette petite leçon donnée, Francis Bennett poursuit son inspection et pénètre dans la salle du reportage. Ces 1500 reporters, placés devant un égal nombre de téléphones, communiquaient alors aux abonnés les nouvelles reçues pendant la nuit des 4 coins du monde. L'organisation de cet incomparable service a été souvent décrite. Outre son téléphone, chaque reporter a devant lui une série de commutateurs, permettant d'établir la communication avec telle ou telle ligne téléphotique. Les abonnés ont donc non seulement le récit, mais la vue des événements.
Quand il s'agit d'un fait divers, déjà passé au moment où on le raconte, on en transmet les phases principales, obtenues par la photographie intensive. Francis Bonnet interpelle un des 10 reporters astronomiques, un service qui s'accroîtra avec les récentes découvertes faites dans le monde stellaire. Eh bien, Cash, qu'avez-vous reçu? Des phototélégrammes de Mercure, de Vénus et de Mars, monsieur. Intéressant, ce dernier. Oui, une révolution dans le Central Empire, au profit des réactionnaires libéraux contre les républicains conservateurs. Comme chez nous, alors. Et de Jupiter. Rien encore. Nous n'arrivons pas à comprendre les signaux des Joviens. Peut-être les nôtres ne leur parviennent-ils pas. Cela vous regarde, et je vous en rends responsable, monsieur Cash, répondit Francis Bonnet, qui, fort mécontent, gagna la salle de rédaction scientifique. Penchés sur leur compteur, 30 savants s'y absorbaient dans des équations du 95e degré. Quelques-uns se jouaient même au milieu des formules de l'infini algébrique et de l'espace à 24 dimensions, comme un élève d'élémentaire avec les 4 règles de l'arithmétique. Francis Bonnet tomba parmi eux à la façon d'une bombe. Eh bien, messieurs, que me dit-on? Aucune réponse de Jupiter. Ce sera donc toujours la même chose. Voyons, Corley, depuis 20 ans que vous potassez cette planète. Il me semble, que voulez-vous, monsieur, répondit le savant interpellé. Notre optique laisse encore beaucoup à désirer. Et, même avec nos télescopes de 3 km, vous entendez. Pire, interrompit Francis Bonnet, en s'adressant au voisin de Corley. L'optique laisse à désirer. C'est votre spécialité. Cela, mon cher. Mettez des lunettes. Que diable? Mettez des lunettes. Puis, revenons à Corley. Mais, à défaut de Jupiter, obtenons-nous au moins un résultat du côté de la Lune? Pas davantage, monsieur Bonnet. Ah, cette fois, vous n'accuserez pas l'optique. La Lune est 600 fois moins éloignée que Mars, avec lequel, cependant, notre service de correspondance est régulièrement établi. Ce ne sont pas les télescopes qui manquent, non. Mais ce sont les habitants, répondit Corley avec un fin sourire de savant Truffedix. Vous osez affirmer que la Lune est inhabitée? Du moins, monsieur Bonnet, sur la face qu'elle nous présente. Qui sait si de l'autre côté? Eh bien, Corley, il y a un moyen très simple de s'en assurer, et lequel? C'est de retourner la Lune. Et, ce jour-là, les savants de l'usine Bonnet piochèrent les moyens mécaniques qui devaient amener le retournement de notre satellite. Du reste, Francis Bonnet avait lieu d'être satisfait. L'un des astronomes du Heurt Herald venait de déterminer les éléments de la nouvelle planète Gandini. C'est à 12 trillions, 841 billions, 348 millions, 284 623 mètres et 7 décimètres, que cette planète décrit son orbite autour du Soleil, en 572 ans, 194 jours, 12 heures, 43 minutes, 9 secondes et 8 dixièmes de seconde. Francis Bonnet fut enchanté de cette précision. Bien, s'écria-t-il, hâtez-vous d'en informer le service de reportage. Vous savez quelle passion le public apporte à ces questions astronomiques. Je tiens à ce que la nouvelle paraisse dans le numéro d'aujourd'hui. Avant de quitter la salle des reporters, Francis Bonnet poussa une pointe vers le groupe spécial des intervieweurs, et s'adressant à celui qui était chargé des personnages célèbres. Vous avez interviewé le président Wilcox? Demanda-t-il. Oui, monsieur Bonnet. Et je publie dans la colonne des informations que c'est décidément une dilatation de l'estomac dont il souffre, et qu'il se livre au lavage tubique les plus consciencieux. Parfait. Et cette affaire de l'assassin Chapman? Avez-vous interviewé les jurés qui doivent siéger aux assises? Oui, et tous sont d'accord sur la culpabilité, de telle sorte que l'affaire ne sera même pas renvoyée devant eux. L'accusé sera exécuté avant d'avoir été condamné, parfait. Parfait. La salle adjacente, vaste galerie longue d'un demi-kilomètre, était consacrée à la publicité, et l'on imagine aisément ce que doit être la publicité d'un journal tel que le Heurt Herald. Elle rapporte en moyenne 3 millions de dollars par jour. Grâce à un ingénieux système. D'ailleurs, une partie de cette publicité se propage sous une forme absolument nouvelle, due à un brevet acheté au prix de 3 dollars à un pauvre diable qui est mort de faim. Ce sont d'immenses affiches, réfléchies par les nuages, et dont la dimension est telle que l'on peut les apercevoir d'une contrée tout entière. De cette galerie, 1000 projecteurs étaient sans cesse occupés à envoyer au nu, qui les reproduisaient en couleur, ces annonces démesurées. Mais, ce jour-là, lorsque Francis Bonnet entre dans la salle de publicité, il voit que les mécaniciens se croisent les bras auprès de leurs projecteurs inactifs. Il s'informe. Pour toute réponse, on lui montre le ciel d'un bleu pur. Oui. Du beau temps, murmure-t-il, et pas de publicité aérienne possible. Que faire? S'il ne s'agissait que de pluie, on pourrait la produire. Mais ce n'est pas de la pluie, ce sont des nuages qu'il nous faudrait. Oui. De beaux nuages bien blancs, répond le mécanicien-chef. Eh bien, monsieur Samuel Marc, vous vous adresserez à la rédaction scientifique, service météorologique.
Vous lui direz de ma part qu'elle s'occupe activement de la question des nuages artificiels. On ne peut vraiment pas rester ainsi à la merci du beau temps. Astérisque astérisque astérisque. Après avoir achevé l'inspection des diverses branches du journal, Francis Bonnett passa au salon de réception, où l'attendaient les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, accrédités près du gouvernement américain. Ces messieurs venaient chercher les conseils du tout-puissant directeur. Au moment où Francis Bonnett entrait dans ce salon, on y discutait avec une certaine vivacité. « Que votre Excellence me pardonne », disait l'ambassadeur de France à l'ambassadeur de Russie, « mais je ne vois rien à changer à la carte de l'Europe. Le nord au slave, soit, mais le midi au latin. Notre commune frontière du Rhin me paraît excellente. D'ailleurs, sachez-le bien, mon gouvernement résistera à toute entreprise qui serait faite contre nos préfectures de Rome, de Madrid et de Vienne. » Bien parlé, dit Francis Bonnett, en intervenant dans le débat. Comment, monsieur l'ambassadeur de Russie, vous n'êtes pas satisfait de votre vaste empire, qui, des bords du Rhin, s'étend jusqu'aux frontières de la Chine, un empire dont l'océan glacial, l'Atlantique, la mer Noire, le Bosphore, l'océan Indien, baigne l'immense littoral. Et puis, à quoi bon des menaces? La guerre est-elle possible avec les inventions modernes, ces obus asphyxiants qu'on envoie à des distances de 100 km, ces étincelles électriques, longues de 20 lieues, qui peuvent anéantir d'un seul coup tout un corps d'armée, ces projectiles que l'on charge avec les microbes de la peste, du choléra, de la fièvre jaune, et qui détruiraient toute une nation en quelques heures? Nous le savons, monsieur Bonnett, répondit l'ambassadeur de Russie. Mais fait-on ce que l'on veut? Poussés nous-mêmes par les Chinois sur notre frontière orientale, il nous faut bien, coûte que coûte, tenter quelque effort vers l'ouest, n'est-ce que cela, monsieur? Répliqua Francis Bonnett d'un ton protecteur. Eh bien, puisque la prolification chinoise est un danger pour le monde, nous pèserons sur le Fils du ciel. Il faudra bien qu'il impose à ses sujets un maximum de natalité qu'ils ne pourront dépasser sous peine de mort. Un enfant de trop, un père de moins, cela fera compensation. Et vous, monsieur, dit le directeur du Heurt Herald, en s'adressant au consul d'Angleterre, que puis-je pour votre service? Beaucoup, monsieur Bonnett, répondit ce personnage. Il suffirait que votre journal voulût bien entamer une campagne en notre faveur, et à quel propos? Tout simplement pour protester contre l'annexion de la Grande-Bretagne aux États-Unis, tout simplement, s'écria Francis Bonnett, en haussant les épaules. Une annexion vieille de 150 ans déjà. Mais messieurs les Anglais ne se résigneront donc jamais à ce que, par un juste retour des choses d'ici-bas, leur pays soit devenu colonie américaine. C'est de la folie pure. Comment votre gouvernement a-t-il pu croire que j'entamerais cette antipatriotique campagne, monsieur Bonnett? La doctrine de Monroe, c'est toute l'Amérique aux Américains, vous le savez, mais rien que l'Amérique, et non pas. Mais l'Angleterre n'est qu'une de nos colonies, monsieur, l'une des plus belles. Ne comptez pas que nous consentions jamais à la rendre. Vous refusez. Je refuse. Et si vous insistiez, nous ferions naître un casus belli. Rien que sur l'interview de l'un de nos reporters. C'est donc la fin, murmura le consul accablé. Le Royaume-Uni, le Canada et la Nouvelle-Bretagne sont aux Américains. Les Indes sont aux Russes. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont à elles-mêmes. De tout ce qui fut autrefois l'Angleterre, que nous reste-t-il? Plus rien, monsieur, riposta Francis Bonnett. Eh bien, et Gibraltar? Astérisque astérisque astérisque. Midi sonnait en ce moment. Le directeur du Heurt Herald, terminant l'audience d'un geste, quitta le salon, s'assit sur un fauteuil roulant et gagna en quelques minutes sa salle à manger, située à 1 kilomètre de là, à l'extrémité de l'hôtel. La table est dressée. Francis Bonnett y prend place. À portée de sa main est disposée une série de robinets, et, devant lui, s'arrondit la glace d'un phonotéléphone, sur laquelle apparaît la salle à manger de son hôtel de Paris. Malgré la différence d'heure, Mr. et Mrs. Bonnett se sont entendus pour déjeuner en même temps. Rien de charmant comme d'être ainsi en tête-à-tête malgré la distance, de se voir, de se parler au moyen des appareils phonotéléphotiques. Mais, en ce moment, la salle de Paris est vide. Edith se sera mise en retard, se dit Francis Bonnett. Oh, l'exactitude des femmes. Tout progresse, excepté cela. Et, en faisant cette trop juste réflexion, il tourne un des robinets. Comme tous les gens à leur aise de notre époque, Francis Bonnett, renonçant à la cuisine domestique, est un des abonnés de la grande société d'alimentation à domicile. Cette société distribue par un réseau de tubes pneumatiques des mets de 1000 espèces. Ce système est coûteux, sans doute, mais la cuisine est meilleure, et il a cet avantage qu'il supprime la race horripilante des cordons bleus des deux sexes. Francis Bonnett déjeuna donc seul, non sans quelques regrets. Il achevait son café, lorsque Mrs. Bonnett, rentrant chez elle, apparut dans la glace du téléphone. « D'où viens-tu donc, ma chère Edith ?» demanda Francis Bonnett. « Tiens, répondit Mrs. Bonnett, tu as fini. Je suis donc en retard. D'où je viens? Mais de chez mon modiste. Il y a
Cette année, des chapeaux ravissants. Ce ne sont même plus des chapeaux. Ce sont des dômes, des coupoles. Je me serais un peu oublié. Un peu, ma chère. Si bien que voici mon déjeuner fini, eh bien, va, mon ami. Va à tes occupations. Répondit Mrs. Bennet. J'ai encore une visite à faire chez mon couturier modeleur. Et ce couturier n'était rien moins que le célèbre Wormspire, celui qui a si judicieusement dit « La femme n'est qu'une question de forme ». Francis Bennet baisa la joue de Mrs. Bennet sur la glace du téléphone, et se dirigea vers la fenêtre, où l'attendait son aérocar. « Où va monsieur » demanda l'aéro-coachman. « Voyons. »« J'ai le temps. » répondit Francis Bennet. « Conduisez-moi à mes fabriques d'accumulateurs du Niagara. » L'aérocar, machine admirable fondée sur le principe du plus lourd que l'air, s'élança à travers l'espace, à raison de 600 km à l'heure. Au-dessous de lui défilaient les villes avec leurs trottoirs mouvants qui transportent les passants le long des rues, les campagnes recouvertes comme d'une immense toile d'araignée du réseau des fils électriques. En une demi-heure, Francis Bennet eut atteint sa fabrique du Niagara, dans laquelle, après avoir utilisé la force des cataractes à produire de l'énergie, il la vend ou la loue aux consommateurs. Puis, sa visite achevée, il revint par Philadelphie, Boston et New York à Centropolis, où son aérocar le déposa vers 5 heures. Il y avait foule dans la salle d'attente du Heurt Herald. On guettait le retour de Francis Bennet pour l'audience quotidienne qu'il accorde aux solliciteurs. C'étaient des inventeurs quémandant des capitaux, des brasseurs d'affaires proposant des opérations, toutes excellentes à les entendre. Parmi ces propositions diverses, il faut faire un choix, rejeter les mauvaises, examiner les douteuses, accueillir les bonnes. Francis Bennet eut rapidement expédié ceux qui n'apportaient que des idées inutiles ou impraticables. L'un ne prétendait-il pas faire revivre la peinture, cet art tombé en telle désuétude que l'Angélus de Millet venait d'être vendu 15 francs, et cela, grâce au progrès de la photographie en couleur, inventée, à la fin du XXe siècle, par le japonais Haruhi Suariyoshi, Nikom Sanju Kambos Kiyobaskiku, dont le nom est devenu si facilement populaire. L'autre n'avait-il pas trouvé le bacille biogène, qui devait rendre l'homme immortel, après avoir été introduit dans l'organisme humain? Celui-ci, un chimiste, ne venait-il pas de découvrir un nouveau corps? Le nihilium, dont le gramme ne coûtait que 3 millions de dollars. Celui-là, un médecin audacieux, ne prétendait-il pas qu'il possédait un spécifique contre le rhume de cerveau? Tous ces rêveurs furent promptement éconduits. Quelques autres reçurent meilleur accueil. Et, d'abord, un jeune homme, dont le vaste front annonçait la vive intelligence. « Monsieur, dit-il, si autrefois on comptait 75 corps simples, ce nombre est réduit à 3 aujourd'hui, vous le savez. » Parfaitement, répondit Francis Bennet. Eh bien, monsieur, je suis sur le point de ramener ces 3 à un seul. Si l'argent ne me manque pas, dans quelques semaines, j'aurai réussi. Et alors, monsieur, j'aurai tout bonnement déterminé l'absolu. Et la conséquence de cette découverte, ce sera la création facile de toute matière, pierre, bois, métal, fibrine. Prétendriez-vous donc parvenir à fabriquer une créature humaine, entièrement? Il n'y manquera que l'âme. Que cela, répondit ironiquement Francis Bennet qui attacha cependant ce jeune chimiste à la rédaction scientifique du journal. Un second inventeur, se basant sur de vieilles expériences, qui dataient du XIXe siècle, et souvent renouvelées depuis, avait l'idée de déplacer une ville entière d'un seul bloc. Il s'agissait, en l'espèce, de la ville de Saaf, située à une quinzaine de milles de la mer, et qu'on transformerait en station balnéaire, après l'avoir amenée sur rail jusqu'au littoral. D'où une énorme plus-value pour les terrains bâtis et à bâtir. Francis Bennet, séduit par ce projet, consentit à se mettre de moitié dans l'affaire. Vous savez, monsieur, lui dit un troisième postulant, que, grâce à nos accumulateurs et transformateurs solaires et terrestres, nous avons pu égaliser les saisons. Je me propose de faire mieux encore. Transformons en chaleur une part de l'énergie dont nous disposons, et envoyons cette chaleur aux contrées polaires dont elle fondra les glaces. Laissez-moi vos plans, répondit Francis Bennet, et revenez dans 8 jours. Enfin, un quatrième savant apportait la nouvelle que l'une des questions qui passionnaient le monde entier allait recevoir sa solution ce soir même. On sait qu'il y a un siècle, une hardie expérience avait attiré l'attention publique sur le docteur Nathaniel Fedburn. Partisan convaincu de l'hibernation humaine, c'est-à-dire de la possibilité de suspendre les fonctions vitales, puis de les faire renaître après un certain temps, il s'était décidé à expérimenter sur lui-même l'excellence de sa méthode. Après avoir par testament holographe indiqué les opérations propres à le ramener à la vie dansant en jour pour jour, il s'était soumis à un froid de 172 degrés. Réduit alors à l'état de momie, le docteur Fedburn avait été enfermé dans un tombeau pour la période convenue. Or, c'était précisément ce jour-ci, 25 juillet 1889, que le délai expirait.
Et l'on venait offrir à Francis Bennett de procéder dans l'une des salles du Heurt Herald à la résurrection si impatiemment attendue. Le public pourrait de la sorte être tenu au courant seconde par seconde. La proposition fut acceptée. Et, comme l'opération ne devait pas se faire avant 10 heures du soir, Francis Bennett vint s'étendre dans le salon d'audition sur une chaise longue. Puis, tournant un bouton, il se mit en communication avec le Central Concert. Après une journée si occupée, quel charme il trouva aux œuvres de nos meilleurs maestros, basées, comme on le sait, sur une succession de délicieuses formules harmonico-algébriques. L'obscurité s'était faite, et, plongé dans un sommeil demi-extatique, Francis Bennett ne s'en apercevait même pas. Mais une porte s'ouvrit soudain. « Qui va là ?» dit-il en touchant un commutateur, placé sous sa main. Aussitôt, par un ébranlement électrique produit sur l'éther, l'air devint lumineux. « Ah, c'est vous, docteur » dit Francis Bennett. « Moi-même » répondit le docteur Sam, qui venait faire sa visite quotidienne, abonnement à l'année. « Comment va ? Bien, tant mieux. Voyons cette langue. » Et il la regarda au microscope. « Bonne ? Et ce pouls ?» Il le tâta avec un pulsographe, analogue aux instruments qui enregistrent les trépidations du sol. « Excellent. Et l'appétit ? Oui. L'estomac. Il ne va plus bien, l'estomac. Il vieillit, l'estomac. Il faudra décidément vous en faire remettre un œuf. Nous verrons, répondit Francis Bennett. En attendant, docteur, vous dînez avec moi. Pendant le repas, la communication phonotéléphotique avait été établie avec Paris. Cette fois, Mrs. Bennett était devant sa table, et le dîner, entremêlé des bons mots du docteur Sam, fut charmant. Puis, à peine terminé, quand comptes-tu revenir à Centropolis, ma chère Edith ? Demanda Francis Bennett. Je vais partir à l'instant. Par le tube ou l'aérotrain ? Par le tube. Alors tu seras ici, à 11h59 du soir. Heure de Paris. Non. Heure de Centropolis. À bientôt donc, et surtout ne manque pas le tube. Ces tubes sous-marins, par lesquels on vient d'Europe en 295 minutes, sont infiniment préférables en effet aux aérotrains, qui ne font que 1000 km à l'heure. Le docteur s'étant retiré, après avoir promis de revenir pour assister à la résurrection de son confrère Nathaniel Fedburn, Francis Bennett, voulant arrêter les comptes du jour, passa dans son bureau. Opération énorme, quand il s'agit d'une entreprise dont les frais quotidiens s'élèvent à 800 000 $. Très heureusement, les progrès de la mécanique moderne facilitent singulièrement ce genre de travail. À l'aide du piano-compteur électrique, Francis Bennett eut bientôt achevé sa besogne. Il était temps. À peine avait-il frappé la dernière touche de l'appareil totalisateur, que sa présence était réclamée au salon d'expérience. Il s'y rendit aussitôt et fut accueilli par un nombreux cortège de savants, auquel s'était joint le docteur Samedi. Le corps de Nathaniel Fedburn est là, dans sa bière, qui est placée sur des tréteaux au milieu de la salle. Le téléphone est actionné. Le monde entier va pouvoir suivre les diverses phases de l'opération. On ouvre le cercueil. On en sort Nathaniel Fedburn. Il est toujours comme une momie, jaune, dur, sec. Il résonne comme du bois. On le soumet à la chaleur. À l'électricité. Aucun résultat. On l'hypnotise. On le suggestionne. Rien n'a raison de cet état ultra-cataleptique. Eh bien, docteur Sam ? Demande Francis Bennett. Le docteur se penche sur le corps. Il l'examine avec la plus vive attention. Il lui introduit, au moyen d'une injection hypodermique, quelques gouttes du fameux élixir Brown-Séquard, qui est encore à la mode. La momie est plus momifiée que jamais. Eh bien, répond le docteur Sam, je crois que l'hibernation a été trop prolongée, et que Nathaniel Fedburn est mort. Mort. Aussi mort qu'on peut l'être. Depuis quand serait-il mort ? Depuis quand ? Répond le docteur Samedi May. Depuis 100 ans, c'est-à-dire depuis qu'il a eu la fâcheuse idée de se faire congeler par amour de la science. Allons, dit Francis Bennett, voilà une méthode qui a besoin d'être perfectionnée. Perfectionner est le mot, répond le docteur Sam, tandis que la commission scientifique d'hibernation remporte son funèbre colis. Francis Bennett, suivi du docteur Sam, regagna sa chambre et, comme il paraissait très fatigué après une journée si bien remplie, le docteur lui conseilla de prendre un bain avant de se coucher. Vous avez raison, docteur. Cela me reposera, tout à fait, monsieur Bennett. Et, si vous le voulez, je vais commander en sortant, c'est inutile, docteur. Il y a toujours un bain préparé dans l'hôtel, et je n'ai même pas l'ennui d'aller le prendre hors de ma chambre. Tenez, rien qu'en touchant ce bouton, la baignoire va se mettre en mouvement.
Et vous la verrez se présenter toute seule avec de l'eau à la température de 37 degrés. Francis Bennett venait de presser le bouton. Un bruit sourd naissait, s'enflait, grandissait. Puis, une des portes s'ouvrit, et la baignoire apparut, glissant sur ses rails. Ciel. Tandis que le docteur Sam se voile la face, de petits cris de pudeur effarouchés s'échappent de la baignoire. Arrivé depuis une demi-heure à l'hôtel par le tube transocéanique, Mrs. Bennett était dedans. Le lendemain, 26 juillet 2889, le directeur du Heurst Herald recommençait sa tournée de 20 km à travers ses bureaux. Et, le soir, quand son totalisateur eut opéré, ce fut par 250 000 $ qu'il chiffra le bénéfice de cette journée, 50 000 de plus que la veille. Un bon métier, le métier de journaliste XXI Xe siècle. L'éternelle Adam écrite par Jules Verne en ces dernières années, jusqu'à présent inédite. Cette nouvelle offre la particularité de tendre à des conclusions plutôt assez pessimistes, contraire au fier optimisme qui anime les voyages extraordinaires. J'y vais. Le Zartok Sophreiser, c'est-à-dire, le docteur, troisième représentant mâle de la 101e génération de la lignée des Sophres, suivait à pas lents la principale rue de Basydra, capitale du Harsitenshu, autrement dit, l'Empire des Quatre Mers. Quatre mers, en effet, la Tubélone ou septentrionale, la Éone ou australe, la Spaune ou orientale, et la Méronne ou occidentale, limitaient cette vaste contrée, de forme très irrégulière, dont les pointes extrêmes, à compter d'après les mesures connues du lecteur, atteignaient, en longitude, le 4e degré était le 62e degré ouest, et, en latitude, le 54e degré nord et le 55e degré sud. Quant à l'étendue respective de ces mers, comment l'évaluer, fût-ce d'une manière approximative, puisqu'elles se rejoignaient toutes, et qu'un navigateur, quittant l'un quelconque de leurs rivages et voguant toujours devant lui, fut nécessairement arrivé au rivage diamétralement opposé. Car, sur toute la surface du globe, il n'existait pas d'autre terre que celle du Harsitenshu. Sophre marchait à pas lents, d'abord parce qu'il faisait très chaud. On entrait dans la saison brûlante. Et, sur Basydra, situé au bord de la Sponshu, ou mer orientale, à moins de 20 degrés au nord de l'équateur, une terrible cataracte de rayons tombait du soleil, proche alors du zénith. Mais, plus que la lassitude et la chaleur, le poids de ses pensées ralentissait les pas de Sophre, le savant Zartog. Tout en s'épongeant le front d'une main distraite. Il se remémorait la séance qui venait de prendre fin, où tant d'orateurs éloquents, parmi lesquels il s'honorait d'être compté, avaient magnifiquement célébré le 195e anniversaire de la fondation de l'Empire. Les uns en avaient retracé l'histoire, c'est-à-dire celle même de l'humanité tout entière. Ils avaient montré la Harsitenshu, la terre des quatre mers, divisée, à l'origine, entre un nombre immense de peuplades sauvages qui s'ignoraient les unes les autres. C'est à ces peuplades que remontaient les plus antiques traditions. Quant aux faits antérieurs, nul ne les connaissait, et c'est à peine si les sciences naturelles commençaient à discerner une faible lueur dans les ténèbres impénétrables du passé. En tout cas, ces temps reculés échappaient à la critique historique, dont les premiers rudiments se composaient de ces vagues notions relatives aux anciennes peuplades éparses. Pendant plus de 8000 ans, l'histoire, par degrés plus complète et plus exacte, de la Harsitenshu ne relatait que combat et guerre, d'abord d'individu à individu, puis de famille à famille, enfin de tribu à tribu, chaque être vivant, chaque collectivité, petite ou grande, n'ayant, dans le cours des âges, d'autre objectif que d'assurer sa suprématie sur ses compétiteurs, et s'efforçant, avec des fortunes diverses et souvent contraires, de les asservir à ses lois. En deçà de ces 8000 ans, les souvenirs des hommes se précisaient un peu. Au début de la deuxième des 4 périodes en lesquelles on divisait communément les annales de la Harsitenshu, la légende commençait à mériter plus justement le nom d'histoire. D'ailleurs, histoire ou légende, la matière des récits ne changeait guère. C'était toujours des massacres et des tueries non plus, il est vrai, de tribu à tribu, mais de peuple à peuple désormais, si bien que cette deuxième période n'était pas, à tout prendre, fort différente de la première. Et il en était de même de la troisième, close il y avait 200 ans à peine, après avoir duré près de 6 siècles. Plus atroce encore peut-être, cette troisième époque, pendant laquelle, groupés en armées innombrables, les hommes, avec une rage insatiable, avaient abreuvé la terre de leur sang. Un peu moins de 8 siècles, en effet, avant le jour où le Zartok Sophre suivait la principale rue de Basydra, l'humanité s'était trouvée prête pour les vastes convulsions. À ce moment, les armes, le feu, la violence ayant déjà accompli une partie de leur œuvre nécessaire, les faibles ayant succombé devant les forts, les hommes peuplant la Harsitenshu formaient 3 nations homogènes, dans chacune desquelles le temps avait atténué les différences entre les vainqueurs et les vaincus d'autrefois. C'est alors que l'une de ces nations avait entrepris de soumettre ses voisines. Situées vers le centre de la Harsitenshu, les Andarti à Samgor, ou hommes à accent grave face de bronze, luttèrent sans merci pour élargir leurs frontières, entre lesquelles étouffaient leur race ardente et prolifique. Les uns après les autres, au prix de guerres séculaires, ils vainquirent les Andarti Maharori, les hommes du pays de la neige,
qui habitaient les contrées du sud, et les Andartimitrapsules, les hommes de l'étoile, immobiles, dont l'empire était situé vers le nord et vers l'ouest. Près de 200 ans s'étaient écoulés depuis que l'ultime révolte de ces deux derniers peuples avait été noyée dans des torrents de sang, et la Terre avait connu enfin une ère de paix. C'était la 4e période de l'histoire. Un seul empire remplaçant les 3 nations de jadis, tous obéissant à la loi de Basidra. L'unité politique tendait à fondre les races. Nul ne parlait plus des hommes à accent grave face de bronze, des hommes du pays de la neige, des hommes de l'étoile, immobiles. Et la terre ne portait plus qu'un peuple unique. Les Andar-Itenshu, les hommes des 4 mers, qui résumaient tous les autres en lui. Mais voici qu'après ces 200 années de paix une 5e période semblait s'annoncer. Des bruits fâcheux, venus on ne savait d'où, circulaient depuis quelque temps. Il s'était révélé des penseurs pour réveiller dans les âmes des souvenirs ancestraux qu'on eût pu croire abolis. L'ancien sentiment de la race ressuscitait sous une forme nouvelle, caractérisée par des mots nouveaux. On parlait couramment des atavismes, des affinités, de nationalité, etc. Tout vocable de création récente, qui, répondant à un besoin, avait aussitôt conquis droit de cité. Suivant les communautés d'origine, d'aspect physique, de tendance morale, d'intérêt ou simplement de région et de climat, des groupements apparaissaient qu'on voyait grandir peu à peu et qui commençaient à s'agiter. Comment cette évolution naissante tournerait-elle? L'Empire allait-il se désagréger à peine formé? L'Amar, Itenshu allait-elle être divisée, comme jadis, entre un grand nombre de nations? Ou du moins, pour en maintenir l'unité, faudrait-il avoir encore recours aux effroyables hécatombes qui, durant tant de millénaires, avaient fait de la Terre un charnier? S'offre, d'un mouvement de tête, rejeta ses pensées. L'avenir, ni lui ni personne ne le connaissait. Pourquoi donc s'attrister à l'avance d'événements incertains? D'ailleurs, ce n'était pas le jour de méditer ces sinistres hypothèses. Aujourd'hui, tout était à la joie, et l'on ne devait songer qu'à la grandeur auguste de Mogarsi, 12e empereur du Arsitenshu, dont le sceptre menait l'univers à de glorieuses destinées. Au surplus, pour un Zartog, les raisons de se réjouir ne manquaient pas. Outre l'historien qui avait retracé les fastes de l'Amar Itenshu, une pléiade de savants, à l'occasion du grandiose anniversaire, avait établi, chacun dans sa spécialité, le bilan du savoir humain et marqué le point où son effort séculaire avait amené l'humanité. Or, si le premier avait suggéré, dans une certaine mesure, de tristes réflexions, en racontant par quelle route lente et tortueuse elle s'était évadée de sa bestialité originelle, les autres avaient donné un aliment au légitime orgueil de leur auditoire. Oui, en vérité, la comparaison entre ce qu'était l'homme, arrivant nu et désarmé sur la terre, et ce qu'il était aujourd'hui, incitait à l'admiration. Pendant des siècles, malgré ses discordes et ses haines fratricides, pas un instant il n'avait interrompu la lutte contre la nature, augmentant sans cesse l'ampleur de sa victoire. Lente tout d'abord, sa marche triomphale s'était étonnamment accélérée depuis 200 ans, la stabilité des institutions politiques et la paix universelle, qui en était résultée, ayant provoqué un merveilleux essor de la science. L'humanité avait vécu par le cerveau, et non plus seulement par les membres. Elle avait réfléchi, au lieu de s'épuiser en guerres insensées, et c'est pourquoi, au cours des 2 derniers siècles, elle avait avancé d'un pas toujours plus rapide vers la connaissance et vers la domestication de la matière. À grands traits. S'offre, tout en suivant sous le brûlant soleil la longue rue de Basidra, esquissait dans son esprit le tableau des conquêtes de l'homme. Celui-ci avait d'abord, cela se perdait dans la nuit des temps, imaginé l'écriture, afin de fixer la pensée. Puis l'invention remontait à plus de 500 ans, il avait trouvé le moyen de répandre la parole écrite en un nombre infini d'exemplaires, à l'aide d'un moule disposé une fois pour toutes. C'est de cette invention que découlaient en réalité toutes les autres. C'est grâce à elle que les cerveaux s'étaient mis en branle, que l'intelligence de chacun s'était accrue de celle du voisin, et que les découvertes, dans l'ordre théorique et pratique, s'étaient prodigieusement multipliées. Maintenant, on ne les comptait plus. L'homme avait pénétré dans les entrailles de la terre et il en extrayait la houille, généreuse dispensatrice de chaleur. Il avait libéré la force latente de l'eau, et la vapeur tirait désormais sur des rubans de fer des convois pesants où actionnaient d'innombrables machines puissantes, délicates et précises. Grâce à ces machines, il tissait les fibres végétales et pouvait travailler à son gré les métaux, le marbre et la roche. Dans un domaine moins concret ou tout au moins d'une utilisation moins directe et moins immédiate, il pénétrait graduellement le mystère des nombres et explorait toujours plus avant l'infini des vérités mathématiques. Par elle, sa pensée avait parcouru le ciel. Il savait que le Soleil n'était qu'une étoile gravitant à travers l'espace selon des lois rigoureuses, entraînant les 7 planètes de son cortège dans son orbe enflammé. Il connaissait l'art, soit de combiner certains corps bruts de manière à en former de nouveaux n'ayant plus rien de commun avec les premiers, soit de diviser certains autres corps en leurs éléments constitutifs et primordiaux. Il soumettait à l'analyse le son, la chaleur, la lumière, et commençait à en déterminer la nature et les lois. 50 ans plus tôt, il avait appris à produire cette force dont le tonnerre et les éclairs sont les terrifiantes manifestations, et aussitôt il en avait fait son esclave.
Déjà cet agent mystérieux transmettait à d'incalculables distances la pensée écrite. Demain il transmettrait le son. Après-demain, sans doute. La lumière? Oui, l'homme était grand, plus grand que l'univers immense, auquel il commanderait en maître, un jour prochain. Alors, pour que l'on possédât la vérité intégrale, ce dernier problème resterait à résoudre. Cet homme, maître du monde, qui était-il? D'où venait-il? Vers quelles fins inconnues tendait son inlassable effort? C'est justement ce vaste sujet que le Zartok Sophr venait de traiter au cours de la cérémonie dont il sortait. Certes, il n'avait fait que l'effleurer, car un tel problème était actuellement insoluble et le demeurerait sans doute longtemps encore. Quelques vagues lueurs commençaient pourtant à éclairer le mystère. Et, de ces lueurs, n'était-ce pas le Zartok Sophr qui avait projeté les plus puissantes, lorsque, systématisant, codifiant les patientes observations de ses prédécesseurs et ses remarques personnelles, il avait abouti à sa loi de l'évolution de la matière vivante, loi universellement admise maintenant et qui ne rencontrait plus un seul contradicteur. Cette théorie reposait sur une triple base. Sur la science géologique, tout d'abord, qui, né du jour où l'on avait fouillé les entrailles du sol, s'était perfectionnée selon le développement des exploitations minières. L'écorce du globe était si parfaitement connue que l'on osait fixer son âge à 400 000 ans, et à 20 000 ans celui de la Mare Itenshu telle qu'elle existait aujourd'hui. Auparavant, ce continent dormait sous les eaux de la mer, comme en témoignait l'épaisse couche de limon marin qui recouvrait, sans aucune interruption, les couches rocheuses sous-jacentes. Par quel mécanisme avait-il jailli hors des flots? Sans doute, par suite d'une contraction du globe refroidi. Quoi qu'il en fût à cet égard, l'immersion de la Mare Itenshu devait être considérée comme certaine. Les sciences naturelles avaient fourni à Sophr les deux autres fondements de son système, en démontrant l'étroite parenté des plantes entre elles, des animaux entre eux. Sophr était allé plus loin. Il avait prouvé jusqu'à l'évidence que presque tous les végétaux existants se reliaient à une plante marine leur ancêtre, et que presque tous les animaux terrestres ou aériens dérivaient d'animaux marins. Par une lente mais incessante évolution, ceux-ci s'étaient adaptés peu à peu à des conditions de vie, d'abord voisines, ensuite plus éloignées, de celles de leur vie primitive, et, de stade en stade, ils avaient donné naissance à la plupart des formes vivantes qui peuplaient la terre et le ciel. Malheureusement, cette théorie ingénieuse n'était pas inattaquable. Que les êtres vivants de l'ordre animal ou végétal procédassent d'ancêtres marins, cela paraissait incontestable pour presque tout, mais non pour tous. Il existait, en effet, quelques plantes et quelques animaux qu'il semblait impossible de rattacher à des formes aquatiques. Là était un des deux points faibles du système. L'homme, Sophr ne se le dissimulait pas, était l'autre point faible. Entre l'homme et les animaux, aucun rapprochement n'était possible. Certes, les fonctions et les propriétés primordiales, telles que la respiration, la nutrition, la motilité étaient les mêmes et s'accomplissaient ou se révélaient sensiblement de pareille manière. Mais un abîme infranchissable subsistait entre les formes extérieures, le nombre et la disposition des organes. Si, par une chaîne dont peu de maillons manquaient, on pouvait rattacher la grande majorité des animaux à des ancêtres issus de la mer, une pareille filiation était inadmissible en ce qui concernait l'homme. Pour conserver intacte la théorie de l'évolution, on était donc dans la nécessité d'imaginer gratuitement l'hypothèse d'une souche commune aux habitants des eaux et à l'homme, souche dont rien, absolument rien, ne démontrait l'existence antérieure. Un moment, Sophr avait espéré trouver dans le sol des arguments favorables à ses préférences. À son instigation et sous sa direction, des fouilles avaient été faites pendant une longue suite d'années, mais pour aboutir à des résultats diamétralement opposés à ceux qu'en attendait le promoteur. Après avoir traversé une mince pellicule d'humus formée par la décomposition de plantes et d'animaux semblables ou analogues à ceux qu'on voyait tous les jours, on était arrivé à l'épaisse couche de limon, où les vestiges du passé avaient changé de nature. Dans ce limon, plus rien de la flore ni de la faune existante, mais un amas colossal de fossiles exclusivement marins et dont les congénères vivaient encore, le plus souvent, dans les océans ceinturant la Mare Itenshu. Qu'en fallait-il conclure, sinon que les géologues avaient raison en professant que le continent avait jadis servi de fond à ces mêmes océans, et que Sophr, non plus, n'avait pas tort en affirmant l'origine marine de la faune et de la flore contemporaine. Puisque, sauf des exceptions si rares qu'on était en droit de les considérer comme des monstruosités, les formes aquatiques et les formes terrestres étaient les seules dont on releva la trace. Celles-ci avaient été nécessairement engendrées par celles-là. Malheureusement pour la généralisation du système, on fit encore d'autres trouvailles. Épars dans toute l'épaisseur de l'humus, et jusque dans la partie la plus superficielle du dépôt de limon, d'innombrables ossements humains furent ramenés au jour. Rien d'exceptionnel dans la structure de ces fragments de squelette, et Sophr dut renoncer à leur demander les organismes intermédiaires dont l'existence eût affirmé sa théorie. Ces ossements étaient des ossements d'hommes, ni plus, ni moins. Cependant une particularité assez remarquable ne tarda pas à être constatée. Jusqu'à une certaine antiquité, qui pouvait être grossièrement évaluée à 2 ou 3 000 ans, plus l'ossuaire était ancien, plus les crânes découverts étaient de petite taille. Par contre, au-delà de ce stade, la progression se renversait, et, dès lors,
plus on reculait dans le passé, plus augmentait la capacité de ces crânes et, par suite, la grandeur des cerveaux qu'il avait contenus. Le maximum fut rencontré précisément parmi les débris, d'ailleurs fort rares, trouvés à la superficie de la couche de limon. L'examen consciencieux de ces restes vénérables ne permit pas de douter que les hommes vivant à cette lointaine époque n'eussent dès lors acquis un développement cérébral de beaucoup supérieur à celui de leurs successeurs, y compris les contemporains du Zartok-Sophrux même. Il y avait donc eu, pendant 160 ou 170 siècles, régression manifeste, suivie d'une nouvelle ascension. Sophr, troublé par ces faits étranges, poussa ses recherches plus avant. La couche de limon fut traversée de part en part, sur une épaisseur telle que, selon les avis les plus modérés, le dépôt n'en avait pas exigé moins de 15 ou 20 000 ans. Au-delà, on eut la surprise de trouver de faibles restes d'une ancienne couche d'humus. Puis, au-dessous de cet humus, ce fut la roche, de nature variable selon le siège des recherches. Mais, ce qui porta l'étonnement à son comble, ce fut de ramener quelques débris d'origine incontestablement humaine arrachés à ces profondeurs mystérieuses. C'étaient des parcelles d'ossements ayant appartenu à des hommes, et aussi des fragments d'armes ou de machines. Des morceaux de poterie, des lambeaux d'inscriptions en langage inconnu, des pierres dures finement travaillées, parfois sculptées en forme de statues presque intactes, des chapiteaux délicatement ouvragés, etc., etc. De l'ensemble de ces trouvailles, on fut logiquement amené à induire qu'environ 40 000 ans plus tôt, c'est-à-dire 20 000 avant le moment où avaient surgi, on ne savait d'où ni comment, les premiers représentants de la race contemporaine. Des hommes avaient déjà vécu dans ces mêmes lieux et y étaient parvenus à un degré de civilisation fort avancé. Telle fut, en effet, la conclusion généralement admise. Toutefois il y eut au moins un dissident. Ce dissident n'était autre que Sophr. Admettre que d'autres hommes, séparés de leurs successeurs par un abîme de 20 000 ans, eussent une première fois peuplé la terre, c'était, à son estime, pure folie. D'où seraient venus, dans ce cas, ces descendants d'ancêtres depuis si longtemps disparus et auxquels nul lien ne les rattachait? Plutôt que d'accueillir une hypothèse aussi absurde, mieux valait rester dans l'expectative. De ce que ces faits singuliers ne fussent pas expliqués, il ne fallait pas conclure qu'ils fussent inexplicables. On les interpréterait un jour. Jusque-là, il convenait de n'en tenir aucun compte et de rester attaché à ces principes, qui satisfont pleinement la raison pure. La vie planétaire se divise en deux phases. Avant l'homme, depuis l'homme. Dans la première, la Terre, en état de perpétuelle transformation, est, pour cette cause, inhabitable et inhabitée. Dans la seconde, l'écorce du globe est arrivée à un degré de cohésion permettant la stabilité. Aussitôt, ayant enfin un substratum solide, la vie apparaît. Elle débute par les formes les plus simples, et va toujours se compliquant pour aboutir finalement à l'homme. Son expression dernière est la plus parfaite. L'homme, à peine apparu sur la Terre, commence aussitôt et poursuit sans arrêt son ascension. D'une marche lente mais sûre, il s'achemine vers sa fin, qui est la connaissance parfaite et la domination absolue de l'univers. Emporté par la chaleur de ses convictions, Sophr avait dépassé sa maison. Il fit volte-face en maugréant. Et quoi, se disait-il, admettre que l'homme, il y aurait 40 000 ans, soit parvenu à une civilisation comparable, sinon supérieure à celle dont nous jouissons présentement, et que ses connaissances, ses acquisitions aient disparu sans laisser la moindre trace, au point de contraindre ses descendants à recommencer l'œuvre par la base, comme s'ils étaient les pionniers d'un monde inhabité avant eux. Mais ce serait nier l'avenir, proclamer que notre effort est vain et que tout progrès est aussi précaire et peu assuré qu'une bulle d'écume à la surface des flots. Sophr fit halte devant sa maison. Upsani. Artshok. Non, non. En vérité. Andar Miroesfa. L'homme est le maître des choses, murmura-t-il en poussant la porte. Quand le Zartok se fut reposé quelques instants, il déjeuna de bon appétit, puis s'étendit pour faire sa sieste quotidienne. Mais les questions qu'il avait agitées en regagnant son domicile continuaient à l'obséder et chassaient le sommeil. Quel que fût son désir d'établir l'irréprochable unité des méthodes de la nature, il avait trop d'esprit critique pour méconnaître combien était faible son système dès qu'on abordait le problème de l'origine et de la formation de l'homme. Contraindre les faits à cadrer avec une hypothèse préalable, c'est une manière d'avoir raison contre les autres. Ce n'en est pas une d'avoir raison contre soi-même. Si, au lieu d'être un savant, un très éminent Zartog, Sophr avait fait partie de la classe des illettrés, il eût été moins embarrassé. Le peuple, en effet, sans perdre son temps à de profondes spéculations, se contentait d'accepter, les yeux fermés, la vieille légende que, de temps immémorial, on se transmettait de père en fils. Expliquant le mystère par un autre mystère, elle faisait remonter l'origine de l'homme à l'intervention d'une volonté supérieure. Un jour, cette puissance extraterrestre avait créé de rien Édom et Hiva, le premier homme et la première femme, dont les descendants avaient peuplé la terre. Ainsi tout s'enchaînait très simplement. Trop simplement, songeait Sophr. Quand on désespère de comprendre quelque chose, il est vraiment trop facile de faire intervenir la divinité. De cette façon, il devient inutile de chercher la solution des énigmes de l'univers.
les problèmes étant supprimés aussitôt que posés. Si encore la légende populaire avait eu, ne fût-ce que l'apparence d'une base sérieuse. Mais elle ne reposait sur rien. Ce n'était qu'une tradition, née aux époques d'ignorance, et transmise ensuite d'âge en âge. Jusqu'à ce nom, Edom. D'où venait ce vocable bizarre, à la consonance étrangère, qui ne semblait pas appartenir à la langue des Andaritenchu. Rien que sur cette petite difficulté philologique, une infinité de savants avaient pâli, sans trouver de réponse satisfaisante. Allons, Bilvesé que tout cela, indigne de retenir l'attention d'un Zartog. Sofre, agacé, descendit dans son jardin. Aussi bien était-ce l'heure où il avait coutume de le faire. Le soleil déclinant versait sur la terre une chaleur moins brûlante, et une brise tiède commençait à souffler de la Sponchu. Le Zartog erra par les allées, à l'ombre des arbres, dont les feuilles frissonnantes murmuraient au vent du large, et, peu à peu, ses nerfs retrouvèrent leur équilibre habituel. Il put secouer ses absorbantes pensées, jouir paisiblement du plein air, s'intéresser aux fruits, richesses des jardins, aux fleurs, leur parure. Le hasard de la promenade l'ayant ramené vers sa maison, il s'arrêta au bord d'une profonde excavation, où gisaient de nombreux outils. Là seraient jetés à bref délai les fondements d'une construction neuve qui doublerait la surface de son laboratoire. Mais, en ce jour de fête, les ouvriers avaient abandonné leur travail pour se livrer au plaisir. Sofre estimait machinalement l'ouvrage déjà fait et l'ouvrage qui restait à faire, quand, dans la pénombre de l'excavation, un point brillant attira ses yeux. Intrigué, il descendit au fond du trou et dégagea un objet singulier de la terre qui le recouvrait aux trois quarts. Remonté au jour, le Zartog examina sa trouvaille. C'était une sorte d'étui, fait d'un métal inconnu, de couleur grise, de texture granuleuse, et dont un long séjour dans le sol avait atténué l'éclat. Au tiers de sa longueur, une fente indiquait que l'étui était formé de deux parties s'emboîtant l'une dans l'autre. Sofre essaya de l'ouvrir. À sa première tentative, le métal, désagrégé par le temps, se réduisit en poussière, découvrant un second objet qui y était inclus. La substance de cet objet était aussi nouvelle pour le Zartog que le métal qui l'avait protégé jusqu'alors. C'était un rouleau de feuillets superposés et criblés de signes étranges, dont la régularité montrait qu'il était des caractères d'écriture, mais d'une écriture inconnue, et telle que Sofre n'en avait jamais vu de semblable, ni même d'analogue. Le Zartog, tout tremblant d'émotion, courut s'enfermer dans son laboratoire, et, ayant étalé avec soin le précieux document, il le considéra. Oui, c'était bien de l'écriture, rien de plus certain. Mais il ne l'était pas moins que cette écriture ne ressemblait en rien à aucune de celles que, depuis l'origine des temps historiques, on avait pratiquées sur toute la surface de la Terre. D'où venait ce document? Que signifiait-il? Telles furent les deux questions qui se posèrent d'elles-mêmes à l'esprit de Sofre. Pour répondre à la première, il fallait nécessairement être en état de répondre à la seconde. Il s'agissait donc, tout d'abord, de lire, de traduire ensuite, car on pouvait affirmer a priori que la langue du document serait aussi ignorée que son écriture. Cela était-il impossible? Le Zartog Sofre ne le pensa pas, et, sans plus tarder, il se mit fiévreusement au travail. Ce travail dura longtemps, des années entières. Sofre ne se lassa point. Sans se décourager, il poursuivit l'étude méthodique du mystérieux document, avançant pas à pas vers la lumière. Un jour vint enfin où il posséda la clé de l'indéchiffrable rébus. Un jour vint où, avec beaucoup d'hésitation et beaucoup de peine encore, il put le traduire dans la langue des hommes des quatre mers. Or, quand ce jour arriva, le Zartog Sofre haïsseur lut ce qui suit. Rosario, le 24 mai 2. Je date de cette façon le début de mon récit, bien qu'en réalité il ait été rédigé à une autre date beaucoup plus récente et en des lieux bien différents. Mais, en pareille matière, l'ordre est, à mon sens, impérieusement nécessaire, et c'est pourquoi j'adopte la forme d'un journal, écrit au jour le jour. C'est donc le 24 mai que commence le récit des effroyables événements que j'entends ici rapporter pour l'enseignement de ceux qui viendront après moi, si toutefois l'humanité est encore en droit de compter sur un avenir quelconque. En quelle langue écrirai-je? En anglais ou en espagnol, que je parle couramment? Non, j'écrirai dans la langue de mon pays, en français. Ce jour-là, le 24 mai, j'avais réuni quelques amis dans ma villa de Rosario. Rosario et tout plutôt était une ville du Mexique, sur le rivage du Pacifique, un peu au sud du golfe de Californie. Une dizaine d'années auparavant, je m'y était installé pour diriger l'exploitation d'une mine d'argent qui m'appartenait en propre. Mes affaires avaient étonnamment prospéré. J'étais un homme riche, très riche même, ce mot-là me fait bien rire aujourd'hui, et je projetais de rentrer à bref délai en France. Ma patrie d'origine. Ma villa, des plus luxueuses, était située au point culminant d'un vaste jardin qui descendait en pente vers la mer et finissait brusquement en une falaise à pic, de plus de 100 mètres de hauteur. En arrière de ma villa, le terrain continuait à monter, et, par des routes en lacets, on pouvait atteindre la crête de montagne dont l'altitude dépassait 1500 mètres.
Souvent, c'était une agréable promenade. Jean avait fait l'ascension dans mon automobile. Un superbe et puissant double phaéton de 35 chevaux, de l'une des meilleures marques françaises. J'étais installé à Rosario avec mon fils, Jean, un beau garçon de 20 ans, quand, à la mort de parents éloignés par le sang, mais près de mon cœur, je recueillis leur fille, Hélène, restée orpheline et sans fortune. Depuis cette époque, 5 ans s'étaient écoulés. Mon fils Jean avait 25 ans, ma pupille Hélène, 20 ans. Dans le secret de mon âme, je les destinais l'un à l'autre. Notre service était assuré par un valet de chambre, Germain, par Modeste Simona, un chauffeur des plus débrouillards, et par 2 femmes, Édith et Marie, filles de mon jardinier, Georges Ralleg, et de son épouse, Anna. Ce jour-là, 24 mai, nous étions 8 assis autour de ma table, à la lumière des lampes qu'alimentaient des groupes électrogènes installés dans le jardin. Il y avait, outre le maître de séance, son fils et sa pupille, 5 autres convives, dont 3 appartenaient à la race anglo-saxonne et 2 à la nation mexicaine. Le docteur Bathurst figurait parmi les premiers, et le docteur Moreno parmi les seconds. C'étaient 2 savants, dans la plus large acception du mot, ce qui ne les empêchait pas d'être rarement d'accord. Au demeurant, de braves gens et les meilleurs amis du monde. Les 2 autres anglo-saxons avaient nom Williamson, propriétaire d'une importante pêcherie de Rosario, et Rowling, un audacieux qui avait fondé aux environs de la ville un établissement de primeurs, où il était en train de récolter une sérieuse fortune. Quant au dernier convive, c'était le sonore Mendoza, président du tribunal de Rosario, homme estimable, esprit cultivé, juge intègre. Nous arrivâmes sans incident notable à la fin du repas. Les paroles qu'on avait prononcées jusque-là, je les ai oubliées. Par contre, il n'en est pas ainsi de ce qui fut dit au moment des cigares. Non pas que ces propos eussent par eux-mêmes une importance particulière, mais le commentaire brutal qui devait bientôt en être fait ne laisse pas de leur donner quelques piquants, et c'est pourquoi ils ne sont jamais sortis de mon esprit. On en était venu comment, peu importe, à parler des progrès merveilleux accomplis par l'homme. Le docteur Bathurst dit. À un certain moment, il est de fait que si Adam, naturellement, en sa qualité d'anglo-saxon, il prononçait Édem, et Ève, il prononçait Iva, bien entendu, revenait sur la terre, il serait joliment étonné. Ce fut l'origine de la discussion. Fervent darwiniste, partisan convaincu de la sélection naturelle, Moreno demanda d'un ton ironique à Bathurst si celui-ci croyait sérieusement à la légende du paradis terrestre. Bathurst répondit qu'il croyait du moins en Dieu, et que, l'existence d'Adam et d'Ève étant affirmée par la Bible, il s'interdisait de la discuter. Moreno repartit qu'il croyait en Dieu au moins autant que son contradicteur, mais que le premier homme et la première femme pouvaient fort bien n'être que des mythes, des symboles, et qu'il n'y avait rien d'impie, par conséquent, à supposer que la Bible eût voulu figurer ainsi le souffle de vie introduit par la puissance créatrice dans la première cellule, de laquelle toutes les autres avaient ensuite procédé. Bathurst riposta que l'explication était spécieuse, et que, en ce qui le concernait, il estimait plus flatteur d'être l'œuvre directe de la divinité que d'en descendre par l'intermédiaire de primates plus ou moins simiesques. Je vis le moment où la discussion allait s'échauffer, quand elle cessa tout à coup, les 2 adversaires ayant par hasard trouvé un terrain d'entente. C'est ainsi, d'ailleurs, que les choses finissaient d'ordinaire. Cette fois. Revenant à leur premier thème, les 2 antagonistes s'accordaient à admirer, quelle que fût l'origine de l'humanité, la haute culture où elle était parvenue. Ils énuméraient ses conquêtes avec orgueil. Toutes y passèrent. Bathurst vanta la chimie, poussée à un tel degré de perfection qu'elle tendait à disparaître pour se confondre avec la physique, les 2 sciences n'en formant plus qu'une, ayant pour objet l'étude de l'immanente énergie. Moreno fit l'éloge de la médecine et de la chirurgie, grâce auxquelles on avait pénétré l'intime nature du phénomène de la vie et dont les prodigieuses découvertes permettaient d'espérer, pour un avenir prochain, l'immortalité des organismes animés. Après quoi, tous 2 se congratulèrent des hauteurs atteintes par l'astronomie. Ne conversait-on pas maintenant, en attendant les étoiles, avec 7 des planètes du système solaire? Fatigués par leur enthousiasme, les 2 apologistes prirent un petit temps de repos. Les autres convives en profitèrent pour placer un mot, à leur tour, et l'on entra dans le vaste champ des inventions pratiques qui avaient si profondément modifié la condition de l'humanité. On célébra les chemins de fer et les steamers, affectés au transport des marchandises lourdes et encombrantes, les aéronefs économiques, utilisés par les voyageurs à qui le temps ne manque pas, les tubes pneumatiques ou électro-ioniques sillonnant tous les continents et toutes les mers, adoptés par les gens pressés. On célébra les innombrables machines, plus ingénieuses les unes que les autres, dont une seule, dans certaines industries, exécute le travail de 100 hommes. On célébra l'imprimerie, la photographie des couleurs et de la lumière, celle du son, de la chaleur et de toutes les vibrations de l'éther. On célébra surtout l'électricité, cet agent si souple, si docile et si parfaitement connu dans ses propriétés et dans son essence, qui permet, sans le moindre connecteur matériel, soit d'actionner un mécanisme quelconque, soit de diriger un vaisseau marin, sous-marin ou aérien, soit de s'écrire,
de se parler ou de se voir. Et cela quelque grande que soit la distance. Bref, ce fut un vrai dithyrambe, dans lequel je fis ma partie, je l'avoue. On s'accorda sur ce point que l'humanité avait atteint un niveau intellectuel inconnu avant notre époque, et qui autorisait à croire à sa victoire définitive sur la nature. Cependant, fit de sa petite voix flûtée le président Mendoza, profitant de l'instant de silence qui suivit cette conclusion finale. Je me suis laissé dire que des peuples, aujourd'hui disparus sans laisser la moindre trace, étaient déjà parvenus à une civilisation égale ou analogue à la nôtre. Lesquels? Interrogea la table, tout d'une voix. Et mais les Babyloniens, par exemple. Ce fut une explosion d'hilarité. Oser comparer les Babyloniens aux hommes modernes. Les Égyptiens, continuait don Mendoza tranquillement. On rit plus fort autour de lui. Il y a aussi les Atlantes. Que notre ignorance seule rend légendaire, poursuivit le président. Ajoutez qu'une infinité d'autres humanités, antérieures aux Atlantes eux-mêmes, ont pu naître, prospérer et s'éteindre sans que nous en ayons aucune connaissance. Don Mendoza persistant dans son paradoxe. On consentit, afin de ne pas le froisser, à faire semblant de le prendre au sérieux. Voyons, mon cher président, insinua Moreno, du ton que l'on a soin d'adopter pour faire entendre raison à un enfant. Vous ne voulez pas prétendre, j'imagine, qu'aucun de ces anciens peuples puisse être comparé à nous. Dans l'ordre moral, j'admets qu'il se soit élevé à un égal degré de culture mais dans l'ordre matériel. Pourquoi pas? Objecta don Mendoza. Parce que, s'empressa d'expliquer Bathurst, le propre de nos inventions est qu'elles se répandent instantanément par toute la Terre. La disparition d'un seul peuple, ou même d'un grand nombre de peuples, laisserait donc intacte la somme de progrès accomplis. Pour que l'effort humain fût perdu, il faudrait que toute l'humanité disparût à la fois. Est-ce là, je vous le demande, une hypothèse admissible? Pendant que nous causions ainsi, les effets et les causes continuaient à s'engendrer réciproquement dans l'infini de l'univers. Et, moins d'une minute après la question que venait de poser le docteur Bathurst, le résultant total n'allait que trop justifier le scepticisme de Mendoza. Mais nous n'en avions aucun soupçon, et nous discourions paisiblement, les uns renversés sur le dossier de leur siège, les autres accoudés sur la table, tout faisant converger des regards compatissants vers Mendoza que nous supposions accablé par la réplique de Bathurst. D'abord, répondit le président sans s'émouvoir, il est à croire que la Terre avait jadis moins d'habitants qu'elle n'en a aujourd'hui, de telle sorte qu'un peuple pouvait fort bien posséder à lui seul le savoir universel. Ensuite, je ne vois rien d'absurde, a priori, à admettre que toute la surface du globe soit bouleversée en même temps. Allons donc, nous écriâmes-nous, à l'unisson. Ce fut à cet instant précis que survint le cataclysme. Nous prononcions encore tous ensemble cette. Allons donc. Qu'un vacarme effroyable s'éleva. Le sol trembla et manqua sous nos pieds, la villa oscilla sur ses fondements. Nous heurtant, nous bousculant, en proie à une terreur indicible, nous nous précipitâmes au dehors. À peine avions-nous franchi le seuil, que la maison s'écroulait, d'un seul bloc, ensevelissant sous ses décombres le président Mendoza et mon valet de chambre Germain, qui venaient les derniers. Après quelques secondes d'un affolement bien naturel, nous nous disposions à leur porter secours, quand nous aperçûmes Raleigh, mon jardinier, qui accourait, suivi de sa femme, du bas du jardin, où il habitait. La mer. La mer. Criait-il à plein poumon. Je me retournai du côté de l'océan et demeurai sans mouvement, frappé de stupeur. Ce n'est pas que je me rendisse nettement compte de ce que je voyais, mais j'eus sur le champ la claire notion que la perspective coutumière était changée. Or, cela ne suffisait-il pas à glacer le cœur d'épouvante que l'aspect de la nature, de cette nature que nous considérons comme immuable par essence, eût été si étrangement modifié en quelques secondes. Cependant, je ne tardai pas à recouvrer mon sang-froid. La véritable supériorité de l'homme, ce n'est pas de dominer, de vaincre la nature, c'est, pour le penseur, de la comprendre, de faire tenir l'univers immense dans le microcosme de son cerveau. C'est, pour l'homme d'action, de garder une âme sereine devant la révolte de la matière. C'est de lui dire, me détruire, soit, m'émouvoir, jamais. Dès que j'eus reconquis mon calme, je compris en quoi le tableau que j'avais sous les yeux différait de celui que j'étais accoutumé de contempler. La falaise avait disparu, tout simplement, et mon jardin s'était abaissé jusqu'au ras de la mer, dont les vagues, après avoir anéanti la maison du jardinier, battaient furieusement mes plates-bandes les plus basses. Comme il était peu admissible que le niveau de l'eau eût monté, il fallait nécessairement que celui de la terre eût descendu. La descente dépassait 100 mètres, puisque la falaise avait précédemment cette hauteur, mais elle avait dû se faire avec une certaine douceur, car nous ne nous en étions guère aperçus, ce qui expliquait le calme relatif de l'océan. Un bref examen me convainquit que mon hypothèse était juste et me permit, en outre, de constater que la descente n'avait pas cessé. La mer continuait à gagner, en effet, avec une vitesse qui me parut voisine de 2 mètres à la seconde, soit 7 ou 8 km/h. Étant donné la distance qui nous séparait des premières vagues, nous allions par conséquent être engloutis en moins de 3 minutes.
si la vitesse de chute demeurait uniforme. Ma décision fut rapide. À l'auto, m'écriai-je. On me comprit. Nous nous élançâmes tous vers la remise, et l'auto fut traînée au dehors. En un clin d'œil, on fit le plein d'essence, puis nous nous entassâmes au petit bonheur. Mon chauffeur Simona actionna le moteur, sauta au volant, embraya et partit sur la route en 4e vitesse, tandis que Raleigh, ayant ouvert la grille, agrippait l'auto au passage et se cramponnait au ressort d'arrière. Il était temps. Au moment où l'auto atteignait la route, une lame vint, en déferlant, mouiller les roues jusqu'au moyeu. Bah, désormais nous pouvions nous rire de la poursuite de la mer. En dépit de sa charge excessive, ma bonne machine saurait nous mettre hors de ses atteintes, et, à moins que la descente vers l'abîme ne dût indéfiniment continuer. En somme, nous avions du champ devant nous, 2 heures au moins de montée et une altitude disponible de près de 1500 mètres. Pourtant je ne tardai pas à reconnaître qu'il ne convenait pas encore de crier victoire. Après que le premier bond de la voiture nous eut porté à une vingtaine de mètres de la frange d'écume, c'est en vain que Simona ouvrit les gaz en grand. Cette distance ne s'accrut pas. Sans doute, le poids des 12 personnes ralentissait l'allure de la voiture. Quoi qu'il en fût, cette allure était tout juste égale à celle de l'eau envahissante, qui restait invariablement à la même distance. Cette inquiétante situation fut bientôt connue, et tout, sauf Simona, appliqué à diriger sa voiture. Nous nous retournâmes vers le chemin que nous laissions en arrière. On n'y voyait plus rien que de l'eau. À mesure que nous l'avions conquise, la route disparaissait sous la mer qui la conquérait à son tour. Celle-ci s'était calmée. À peine si quelques rides venaient doucement mourir sur une grève toujours nouvelle. C'était un lac paisible qui gonflait toujours, d'un mouvement uniforme, et rien n'était tragique comme la poursuite de cette eau calme. En vain nous fuyions devant elle. L'eau montait, implacable, avec nous. Simona, qui tenait les yeux fixés sur la route, dit, à un tournant, « Nous voici à moitié de la pente. Encore 1 heure de montée. » Nous frissonnâmes. Et quoi? Dans 1 heure, nous allions atteindre le sommet, et il nous faudrait redescendre. Chasser, rejoint alors, quelle que fût notre vitesse, par les masses liquides qui s'écrouleraient en avalanche à notre suite. L'heure s'écoula sans que rien fût changé dans notre situation. Déjà, nous distinguions le point culminant de la côte, quand la voiture éprouva une violente secousse et fit une embardée qui faillit la fracasser sur le talus de la route. En même temps, une vague énorme s'enfla derrière nous, courut à l'assaut de la route, se creusa, et déferla finalement sur l'auto, qui fut entourée d'écume. Allions-nous donc être engloutis? Non, l'eau se retira en bouillonnant, tandis que le moteur, précipitant tout à coup ses halètements, augmentait notre allure. D'où provenait ce subit accroissement de vitesse? Un cri d'Anna Raleigh nous le fit comprendre. Ainsi que la pauvre femme venait de le constater, son mari n'était plus cramponné au ressort. Sans doute, le remous avait arraché le malheureux, et c'est pourquoi la voiture délestée gravissait plus allègrement la pente. Soudain, elle s'arrêta sur place. Qu'y a-t-il? Demandai-je à Simona. Une panne. Même dans ces circonstances tragiques, l'orgueil professionnel ne perdit pas ses droits. Simona haussa les épaules avec dédain, entendant par là me signifier que la panne était inconnue d'un chauffeur de sa sorte. Et, de la main, il montra silencieusement la route. L'arrêt me fut alors expliqué. La route était coupée à moins de 10 mètres en 362 avant de nous. Coupée est le mot juste. On l'eût dit tranchée au couteau. Au-delà d'une arête vive qui la terminait brusquement, c'était le vide, un abîme de ténèbres, au fond duquel il était impossible de rien distinguer. Nous nous retournâmes, éperdus, certains que notre dernière heure avait sonné. L'océan, qui nous avait poursuivis jusque sur ces hauteurs, allait nécessairement nous atteindre en quelques secondes. Tous, sauf la malheureuse Anna et ses filles, qui sanglotaient à fendre l'âme. Nous poussâmes un cri de joyeuse surprise. Non, l'eau n'avait pas continué son mouvement ascensionnel, ou, plus exactement, la terre avait cessé de s'enfoncer. Sans doute, la secousse que nous venions de ressentir avait été l'ultime manifestation du phénomène. L'océan s'était arrêté, et son niveau restait en contrebas de près de 100 mètres du point sur lequel nous étions groupés autour de l'auto encore trépidante. Pareil à un animal essoufflé par une course rapide. Réussirions-nous à nous tirer de ce mauvais pas? Nous ne le saurions qu'au jour. Jusque-là, il fallait attendre. L'un après l'autre, nous nous étendîmes donc sur le sol, et je crois, Dieu me pardonne, que je m'endormis, dans la nuit. Je suis réveillé en sursaut par un bruit formidable. Quelle heure est-il? Je l'ignore. En tout cas, nous sommes toujours noyés dans les ténèbres de la nuit. Le bruit sort de l'abîme impénétrable dans lequel la route s'est effondrée. Que se passe-t-il? On jurerait que des masses d'eau y tombent en cataracte, que des lames gigantesques s'y entrechoquent avec violence. Oui, c'est bien cela, car des volutes d'écume arrivent jusqu'à nous, et nous sommes couverts par les embruns. Puis le calme renaît peu à peu. Tout rentre dans le silence. Le ciel pâlit. C'est le jour.
25 mai. Quel supplice que la lente révélation de notre situation véritable. D'abord, nous ne distinguons que nos environs immédiats. Mais le cercle grandit, grandit sans cesse, comme si notre espoir toujours déçu avait soulevé l'un après l'autre un nombre infini de voiles légers. Et c'est enfin la pleine lumière, qui détruit nos dernières illusions. Notre situation est des plus simples et peut se résumer en quelques mots. Nous sommes sur une île. La mer nous entoure de toutes parts. Hier encore, nous aurions aperçu tout un océan de sommets, dont plusieurs dominaient celui sur lequel nous nous trouvons. Ces sommets ont disparu, tandis que, pour des raisons qui resteront à jamais inconnues, le nôtre, plus humble cependant, s'est arrêté dans sa chute tranquille. À leur place, s'étale une nappe d'eau sans limite. De tous côtés, rien que la mer. Nous occupons le seul point solide du cercle immense décrit par l'horizon. Il nous suffit d'un coup d'œil pour connaître dans toute son étendue l'îlot où une chance extraordinaire nous a fait trouver asile. Il est de petite taille, en effet, 1000 mètres, au plus, en longueur, et 500 dans l'autre dimension. Vers le nord, l'ouest et le sud, son sommet, élevé d'un accent grave peu près 100 mètres au-dessus des flots, les rejoint par une pente assez douce. À l'est, au contraire, l'îlot se termine en une falaise qui tombe à pic dans l'océan. C'est de ce côté surtout que nos yeux se tournent. Dans cette direction, nous devrions voir des montagnes étagées, et, au-delà, le Mexique tout entier. Quel changement dans l'espace d'une courte nuit de printemps. Les montagnes ont disparu, le Mexique a été englouti. À leur place, c'est un désert infini, le désert aride de la mer. Nous nous regardons, épouvantés. Parqués, sans vivre, sans eau, sur ce roc étroit et nu, nous ne pouvons conserver le moindre espoir. Farouches, nous nous couchons sur le sol, et nous commençons à attendre la mort. À bord de la Virginia, 4 juin. Que s'est-il passé pendant les jours suivants? Je n'en ai pas gardé le souvenir. Il est à supposer que je perdis finalement connaissance. Je ne retrouve conscience qu'à bord du navire qui nous a recueillis. Alors seulement, j'apprends que nous avons séjourné 10 jours entiers sur l'îlot et que 2 d'entre nous, Williamson et Rowling, y sont morts de soif et de faim. Des 15 êtres vivants qu'abritait ma villa au moment du cataclysme, il n'en reste que 9. Mon fils Jean et ma pupille Hélène, mon chauffeur Simona, inconsolable de la perte de sa machine, Anna Raleigh et ses 2 filles, les docteurs Bathurst et Moreno et moi enfin, moi, qui me hâte de rédiger ces lignes pour l'édification des races futures, en admettant qu'il en doive naître. La Virginia, qui nous porte, est un bâtiment mixte à vapeur et à voile, de 2000 tonneaux environ, consacré au transport des marchandises. C'est un assez vieux navire, médiocre marcheur. Le capitaine Maurice a 20 hommes sous ses ordres. Le capitaine et l'équipage sont anglais. La Virginia a quitté Melbourne sur l'Est, il y a un peu plus d'un mois. À destination de Rosario. Aucun incident n'a marqué son voyage, sauf, dans la nuit du 24 au 25 mai, une série de lames de fond d'une hauteur prodigieuse, mais d'une longueur proportionnée, ce qui les a rendues inoffensives. Quelque singulières qu'elles fussent, ces lames ne pouvaient faire prévoir au capitaine le cataclysme qui s'accomplissait au même instant. Aussi a-t-il été très surpris en ne voyant que la mer à l'endroit où il comptait rencontrer Rosario et le littoral mexicain. De ce littoral, il ne subsistait plus qu'un îlot. Un canot de la Virginia aborda cet îlot, sur lequel 11 corps inanimés furent découverts. 2 n'étaient plus que des cadavres. On embarqua les 9 autres. C'est ainsi que nous fûmes sauvés. À terre. Janvier ou février. Un intervalle de 8 mois sépare les dernières lignes qui précèdent des premières qui vont suivre. Je date celle-ci de janvier ou février, dans l'impossibilité où je suis d'être plus précis, car je n'ai plus une exacte notion du temps. Ces 8 mois constituent la période la plus atroce de nos épreuves, celle où, par degrés cruellement ménagés, nous avons connu tout notre malheur. Après nous avoir recueillis, la Virginia continua sa route vers l'est, à toute vapeur. Quand je revins à moi, l'îlot où nous avions failli mourir était depuis longtemps sous l'horizon. Comme l'indiqua le point, que le capitaine prit par un ciel sans nuages, nous naviguions alors juste à l'endroit où aurait dû être Mexico. Mais, de Mexico, il ne demeurait aucune trace, pas plus qu'on en avait trouvé, pendant mon évanouissement, des montagnes du centre, pas plus qu'on en distinguait maintenant d'une terre quelconque, si loin que porta la vue. De tous côtés, ce n'était que l'infini de la mer. Il y avait, dans cette constatation, quelque chose de véritablement affolant. Nous sentions la raison près de nous échapper. Et quoi? Le Mexique entier englouti. Nous échangions des regards épouvantés, en nous demandant jusqu'où s'étaient étendus les ravages de l'effroyable cataclysme. Le capitaine voulut en avoir le cœur net. Modifiant sa route, il mit le cap au nord. Si le Mexique n'existait plus, il n'était pas admissible qu'il en fût de même de tout le continent américain. Il en était de même, pourtant. Nous remontâmes vainement au nord pendant 12 jours, sans rencontrer la terre. Et nous ne la rencontrâmes pas davantage après avoir viré cap pour cap et nous être dirigés vers le sud pendant près d'un mois. Quelque paradoxal qu'elle nous parût, force nous fut de nous rendre à l'évidence. Oui,
La totalité du continent américain s'était abîmée sous les flots. N'avions-nous donc été sauvés que pour connaître une seconde fois les affres de l'agonie? En vérité, nous avions lieu de le craindre. Sans parler des vivres qui manqueraient un jour ou l'autre. Un danger pressant nous menaçait. Que deviendrions-nous quand l'épuisement du charbon frapperait la machine d'immobilité? Ainsi cesse de battre le cœur d'un animal exsangue. C'est pourquoi, le 14 juillet, nous nous trouvions alors à peu près sur l'ancien emplacement de Buenos Aires. Le capitaine Maurice laissa tomber les feux et mit à la voile. Cela fait, il réunit tout le personnel de la Virginia, équipage et passagers, et, nous ayant exposé en peu de mots la situation, il nous pria d'y réfléchir mûrement et de proposer la solution qui aurait nos préférences au conseil qui serait tenu le lendemain. Je ne sais si quelqu'un de mes compagnons d'infortune se fut avisé d'un expédient plus ou moins ingénieux. Pour ma part, j'hésitais, je l'avoue, très incertain du meilleur parti à prendre, quand une tempête qui s'éleva dans la nuit trancha la question. Il nous fallut fuir dans l'ouest, emportés par un vent déchaîné, à chaque instant sur le point d'être engloutis par une mer furieuse. L'ouragan dura 35 jours, sans une minute d'interruption, voire même de détente. Nous commencions à désespérer qu'il finît jamais, lorsque, le 19 août, le beau temps revint avec la même soudaineté qu'il avait cessé. Le capitaine en profita pour faire le point. Le calcul lui donna 40 degrés de latitude nord et 114 degrés de longitude est. C'étaient les coordonnées de Pékin. Donc, nous avions passé au-dessus de la Polynésie, et peut-être de l'Australie. Sans même nous en rendre compte. Et là où nous voguions maintenant s'étendait jadis la capitale d'un empire de 400 millions d'âmes. L'Asie avait-elle donc eu le sort de l'Amérique? Nous en fûmes bientôt convaincus. La Virginia, continuant sa route cap au sud-ouest, arriva à la hauteur du Tibet, puis à celle de l'Himalaya. Ici auraient dû s'élever les plus hauts sommets du globe. Eh bien, dans toutes les directions, rien n'émergeait de la surface de l'océan. C'était à croire qu'il n'existait plus, sur la Terre, d'autres points solides que l'îlot qui nous avait sauvés, que nous étions les seuls survivants du cataclysme, les derniers habitants d'un monde enseveli dans le mouvant linceul de la mer. S'il en était ainsi, nous ne tarderions pas à périr à notre tour. Malgré un rationnement sévère, les vivres du bord s'épuisaient, en effet, et nous devions perdre, en ce cas, tout espoir de les renouveler. J'abrège le récit de cette navigation effarante. Si, pour la raconter en détail, j'essayais de la revivre jour par jour, le souvenir me rendrait fou. Pour étranges et terribles que soient les événements qui l'ont précédé et suivi, quelque lamentable que m'apparaisse l'avenir, un avenir que je ne verrai pas, c'est encore durant cette navigation infernale que nous avons connu le maximum de l'épouvante. Oh, cette course éternelle sur une mer sans fin. S'attendre tous les jours à aborder quelque part et voir sans cesse reculer le terme du voyage. Vivre penché sur des cartes où les hommes avaient gravé la ligne sinueuse des rivages, et constater que rien, absolument rien, n'existe plus de ces lieux qu'ils pensaient éternels. Se dire que la terre palpitait de vies innombrables, que des millions d'hommes et des myriades d'animaux la parcouraient en tous sens ou en sillonnaient l'atmosphère, et que tout est mort à la fois, que toutes ces vies se sont éteintes ensemble comme une petite flamme au souffle du vent. Se chercher partout des semblables et les chercher en vain. Acquérir peu à peu la certitude qu'autour de soi il n'existe rien de vivant, et prendre graduellement conscience de sa solitude au milieu d'un impitoyable univers. Ai-je trouvé les mots convenables pour exprimer notre angoisse? Je ne sais. Dans aucune langue il n'en doit exister d'adéquat à une situation sans précédent. Après avoir reconnu la mer où était jadis la péninsule indienne, nous remontâmes au nord pendant 10 jours, puis nous mîmes le cap à l'ouest. Sans que notre condition changeât le moins du monde, nous franchîmes la chaîne de l'Oural devenue montagne sous-marine, et nous naviguâmes au-dessus de ce qui avait été l'Europe. Nous descendîmes ensuite vers le sud, jusqu'à 20 degrés au-delà de l'équateur. Après quoi, lassés de notre inutile recherche, nous reprîmes la route du nord et traversâmes, jusque passer les Pyrénées, une étendue d'eau qui recouvrait l'Afrique et l'Espagne. En vérité nous commencions à nous habituer à notre épouvante. À mesure que nous avancions, nous pointions notre route sur les cartes, et nous disions, ici, c'était Moscou, Varsovie, Berlin, Vienne, Rome, Tunis, Tombouctou, Saint-Louis, Oran, Madrid. Mais avec une indifférence croissante, et, l'accoutumance aidant, nous en arrivions à prononcer sans émotion ces paroles, en réalité si tragiques. Pourtant, moi tout au moins, je n'avais pas épuisé ma capacité de souffrance. Je m'en aperçus. Le jour, c'était à peu près le 11 décembre où le capitaine Maurice me dit « Ici, c'était Paris ». À ces mots, je crus qu'on m'arrachait l'âme. Que l'univers entier fût englouti, soit. Mais la France, ma France. Et Paris, qui la symbolisait. À mes côtés, j'entendis comme un sanglot. Je me retournai. C'était Simona qui pleurait. Pendant 4 jours encore, nous poursuivîmes notre route vers le nord. Puis, arrivés à la hauteur d'Édimbourg, on redescendit vers le sud-ouest, en quête de l'Irlande. Puis la route fut donnée à l'est.
En réalité, nous errions au hasard. Car il n'y avait pas plus de raison d'aller dans une direction que dans une autre. On passa au-dessus de Londres, dont la tombe liquide fut saluée de tout l'équipage. 5 jours après, nous étions à la hauteur de Danzig, quand le capitaine Maurice fit virer cap pour cap et ordonna de gouverner au sud-ouest. Le timonier obéit passivement. Qu'est-ce que cela pouvait bien lui faire? De tous côtés, ne serait-ce pas la même chose? Ce fut le 9e jour de navigation à cette aire de compas que nous mangeâmes notre dernier morceau de biscuit. Comme nous nous regardions avec des yeux hagards, le capitaine Maurice commanda tout à coup de rallumer les feux. À quelle pensée obéissait-il? J'en suis encore à me le demander. Mais l'ordre fut exécuté. La vitesse du navire s'accéléra. 2 jours plus tard, nous souffrions déjà cruellement de la faim. Le surlendemain, presque tous refusèrent obstinément de se lever. Il n'y eut que le capitaine, Simona, quelques hommes de l'équipage et moi, pour avoir l'énergie d'assurer la direction du navire. Le lendemain, 5e jour de jeûne, le nombre des timoniers et des mécaniciens bénévoles décrut encore. Dans 24 heures, personne n'aurait plus la force de se tenir debout. Nous naviguions alors depuis plus de 7 mois. Depuis plus de 7 mois nous labourions la mer en tous sens. Nous devions être, je crois, le 8 janvier. Je dis, je crois, dans l'impossibilité où je suis d'être plus précis, le calendrier ayant dès lors perdu pour nous beaucoup de sa rigueur. Or, ce fut ce jour-là, pendant que je tenais la barre et que je consacrais à garder la ligne de foi toute mon attention défaillante, qu'il me sembla discerner quelque chose dans l'ouest. Croyant être le jouet d'une erreur, j'écarquillai les yeux. Non, je ne m'étais pas trompé. Je poussai un véritable rugissement. Puis, me cramponnant à la barre, je criai d'une voix forte. Terre par tribord devant. Quel effet magique eurent ces mots. Tous les moribonds ressuscitèrent à la fois, et leurs figures apparurent au-dessus de la lisse de tribord. C'est bien la terre, dit le capitaine Maurice, après avoir examiné le nuage qui émergeait à l'horizon. Une demi-heure plus tard, il était impossible de conserver le moindre doute. C'était bien la terre que nous trouvions en plein océan Atlantique, après l'avoir vainement cherchée sur toute la surface des anciens continents. Vers 3 heures de l'après-midi, le détail du littoral qui nous barrait la route devint perceptible, et nous sentîmes renaître notre désespoir. C'est qu'en vérité ce littoral ne ressemblait à aucun autre. Et nul d'entre nous n'avait souvenir d'en avoir jamais vu d'une si absolue, d'une si parfaite sauvagerie. Sur la terre, telle que nous l'habitions avant le désastre, le vert était une couleur très abondante. Nul d'entre nous ne connaissait de côtes si déshéritées, de contrées si arides, qu'il ne s'y rencontra quelques arbustes, voire quelques touffes d'ajoncs, voire simplement des traînées de lichens ou de mousses. Ici, rien de tel. On ne distinguait qu'une haute falaise noirâtre, au pied de laquelle gisait un chaos de rochers, sans une plante, sans un seul brin d'herbe. C'était la désolation dans ce qu'elle peut avoir de plus total, de plus absolu. Pendant 2 jours, nous longeâmes cette falaise abrupte sans y découvrir la moindre fissure. Ce fut seulement vers le soir du second que nous découvrîmes une vaste baille, bien abritée contre tous les vents du large, au fond de laquelle nous laissâmes tomber l'ancre. Après avoir gagné la terre dans les canaux, notre premier soin fut de récolter notre nourriture sur la grève. Celle-ci était couverte de tortues par centaines et de coquillages par millions. Dans les interstices des récifs, on voyait des crabes, des homards et des langoustes en quantité fabuleuse, sans préjudice d'innombrables poissons. De toute évidence, cette mer si richement peuplée suffirait, à défaut d'autres ressources, à assurer notre subsistance pendant un temps illimité. Quand nous fûmes restaurés, une coupure de la falaise nous permit d'atteindre le plateau, où nous découvrîmes un large espace. L'aspect du rivage ne nous avait pas trompés. De tous côtés, dans toutes les directions, ce n'étaient que roches arides, recouvertes d'algues et de goémons généralement desséchés, sans le plus petit brin d'herbe, sans rien de vivant, ni sur la terre ni dans le ciel. De place en place, de petits lacs, des étangs plutôt, brillaient aux rayons du soleil. Ayant voulu nous désaltérer, nous reconnûmes que l'eau en était salée. Nous n'en fûmes pas surpris, à vrai dire. Le fait confirmait ce que nous avions supposé de prime abord, à savoir que ce continent inconnu était né d'hier et qu'il était sorti, d'un seul bloc, des profondeurs de la mer. Cela expliquait son aridité, comme sa parfaite solitude. Cela expliquait encore cette épaisse couche de vase uniformément répandue, qui, par suite de l'évaporation, commençait à se craqueler et à se réduire en poussière. Le lendemain, à midi, le point donna 17,20 de latitude nord et 23,55 de longitude ouest. En le reportant sur la carte, nous pûmes voir qu'il se trouvait bien en pleine mer, à peu près à la hauteur du Cap-Vert. Et pourtant, la terre, dans l'ouest, la mer, dans l'est, s'étendait maintenant à perte de vue. Quelque rébarbatif et inhospitalier que fût le continent sur lequel nous avions pris pied. Force nous était de nous en contenter. C'est pourquoi le déchargement de la Virginia fut entrepris sans plus attendre. On monta sur le plateau tout ce qu'elle contenait, sans choix. Auparavant, on avait affourché solidement le bâtiment sur 4 ancres, par 15 brasses de fond. Dans cette baie tranquille,
Il ne courait aucun risque, et nous pouvions sans inconvénient l'abandonner à lui-même. Dès que le débarquement fut achevé, notre nouvelle vie commença. En premier lieu, il convenait. Arrivé à ce point de sa traduction, le Zartok s'offre dû l'interrompre. Le manuscrit avait à cet endroit une première lacune, probablement fort importante d'après la quantité de pages intéressées, lacune suivie de plusieurs autres plus considérables encore, autant qu'il était possible d'en juger. Sans doute, un grand nombre de feuillets avaient été atteints par l'humidité, malgré la protection de l'étui. Il ne subsistait, en somme, que des fragments plus ou moins étendus, dont le contexte était à jamais détruit. Ils se succédaient dans cet ordre. Commençons à nous acclimater. Combien y a-t-il de temps que nous avons débarqué sur cette côte? Je n'en sais plus rien. Je l'ai demandé au docteur Moreno, qui tient un calendrier des jours écoulés. Il m'a dit 6 mois. En ajoutant, à quelques jours près, car il craint de s'être trompé. Nous en sommes déjà là. Il n'a fallu que 6 mois pour que nous ne soyons plus très sûrs d'avoir mesuré exactement le temps. Cela promet. Notre négligence n'a, au surplus, rien de bien étonnant. Nous employons toute notre attention, toute notre activité, à conserver notre vie. Se nourrir est un problème dont la solution exige la journée entière. Que mangeons-nous? Des poissons, quand nous en trouvons, ce qui devient chaque jour moins facile, car notre poursuite incessante les effarouche. Nous mangeons aussi des œufs de tortue et certaines algues comestibles. Le soir, nous sommes repus, mais exténués, et nous ne pensons qu'à dormir. On a improvisé des tentes avec les voiles de la Virginia. J'estime qu'il faudra construire à bref délai un abri plus sérieux. Parfois nous tirons un oiseau. L'atmosphère n'est pas si déserte que nous l'avions supposé d'abord. Une dizaine d'espèces connues sont représentées sur ce continent nouveau. Ce sont exclusivement des longs courriers, hirondelles, albatros, cordonniers et quelques autres. Il faut croire qu'ils ne trouvent pas leur nourriture sur cette terre sans végétation, car ils ne cessent de tournoyer autour de notre campement, à l'affût des reliefs de nos misérables repas. Parfois nous en ramassons un que la faim a tué, ce qui épargne notre poudre et nos fusils. Heureusement, il y a des chances pour que la situation devienne moins mauvaise. Nous avons découvert un sac de blé dans la cale de la Virginia, et nous en avons semé la moitié. Ce sera une grande amélioration, quand ce blé aura poussé. Mais germera-t-il? Le sol est recouvert d'une couche épaisse d'alluvions, vase sableuse engraissée par la décomposition des algues. Si médiocre qu'en soit la qualité, c'est de l'humus tout de même. Lorsque nous avons abordé, il était imprégné de sel. Mais, depuis, des pluies diluviennes en ont copieusement lavé la surface, puisque toutes les dépressions sont maintenant pleines d'eau douce. Toutefois la couche alluvionnaire n'est débarrassée de sel que sur une très faible épaisseur. Les ruisseaux, les rivières même, qui commencent à se former, sont tout fortement saumâtres, et cela prouve qu'elle est encore saturée en profondeur. Pour semer le blé et pour conserver l'autre moitié en réserve, il a presque fallu se battre. Une partie de l'équipage de la Virginia voulait en faire du pain tout de suite. Nous avons été contraints que nous avions à bord de la Virginia. Ces 2 couples de lapins se sont sauvés dans l'intérieur, et on ne les a plus revus. Il faut croire qu'ils ont trouvé de quoi se nourrir. La terre, à notre insu, produirait-elle donc, 2 ans, au moins, que nous sommes ici. Le blé a réussi admirablement. Nous avons du pain presque à discrétion. Et nos champs gagnent toujours en étendue. Mais quelle lutte contre les oiseaux! Ils se sont étrangement multipliés, et, tout autour de nos cultures. Malgré les décès que j'ai relatés ci-dessus, la petite tribu que nous formons n'a pas diminué. Au contraire. Mon fils et ma pupille ont 3 enfants, et chacun des 3 autres ménages en a autant. Toute cette marmaille éclate de santé. C'est à croire que l'espèce humaine possède une vigueur plus grande, une vitalité plus intense, depuis qu'elle est si réduite en nombre. Mais que de cause, ici depuis 10 ans, et nous ne savions rien de ce continent. Nous ne le connaissions que sur un rayon de quelques kilomètres autour du lieu de notre débarquement. C'est le docteur Bathurst qui nous a fait honte de notre veulerie. À son instigation, nous avons armé la Virginia, ce qui a demandé près de 6 mois, et nous avons fait un voyage d'exploration. Nous voilà revenus d'avant-hier. Le voyage a duré plus que nous ne pensions, parce que nous avons voulu qu'il fût complet. Nous avons fait le tour du continent qui nous porte et qui, tout nous incite à le croire, doit être, avec notre îlot, la dernière parcelle solide existant à la surface du globe. Ces rivages nous ont semblé partout pareils, c'est-à-dire très heurtés et très sauvages. Notre navigation a été coupée de plusieurs excursions dans l'intérieur. Nous espérions, notamment, trouver trace des Açores et de Madère situés avant le cataclysme, dans l'océan Atlantique, et qui doivent, en conséquence, faire nécessairement partie du continent nouveau. Nous n'en avons pas reconnu le moindre vestige. Tout ce que nous avons pu constater, c'est que le sol était bouleversé et recouvert d'une épaisse couche de lave, sur l'emplacement de ces îles, qui, sans doute, ont été le siège de violents phénomènes volcaniques. Par exemple, si nous n'avons pas découvert ce que nous cherchions, nous avons découvert ce que nous ne cherchions pas, à moitié pris dans la lave, à la hauteur des Açores.
Des témoignages d'un travail humain nous sont apparus, mais non pas du travail des Açoriens, nos contemporains d'hier. C'étaient des débris de colonnes ou de poteries, tels que nous n'en avions jamais vus. Examen fait, le docteur Moreno émit l'idée que ces débris devaient provenir de l'antique Atlantide, et que le flux volcanique les aurait ramenés au jour. Le docteur Moreno a peut-être raison. La légendaire Atlantide aurait occupé, en effet, si elle a jamais existé, à peu près la place du nouveau continent. Ce serait, dans ce cas, une chose singulière que la succession au même lieu de trois humanités ne procédant pas l'une de l'autre. Quoi qu'il en soit, j'avoue que le problème me laisse froid. Nous avons assez à faire avec le présent, sans nous occuper du passé. Au moment où nous avons regagné notre campement, ceci nous a frappé que, par rapport au reste du pays, nos alentours semblaient une région favorisée. Cela tient uniquement à ce que la couleur verte, jadis si abondante dans la nature, n'y est pas tout à fait inconnue, tandis qu'elle est radicalement supprimée dans le reste du continent. Nous n'avions jamais fait cette observation jusqu'alors, mais la chose est indéniable. Des brins d'herbe, qui n'existaient pas lors de notre débarquement, jaillissent maintenant assez nombreux autour de nous. Ils n'appartiennent, d'ailleurs, qu'à un petit nombre d'espèces parmi les plus vulgaires, dont les oiseaux auront, sans doute, transporté les graines jusqu'ici. Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède qu'il n'y a pas de végétation hormis ces quelques espèces anciennes. Par suite d'un travail d'adaptation des plus étranges, il existe, au contraire, une végétation, à l'état, tout au moins, de rudiments, de promesses, sur tout le continent. Les plantes marines, dont celui-ci était couvert quand il a jailli hors des flots, sont mortes, pour la plupart, à la lumière du soleil. Quelques-unes cependant ont persisté, dans les lacs, les étangs et les flaques d'eau que la chaleur a progressivement desséchés. Mais, à cette époque, des rivières et des ruisseaux commençaient à naître, d'autant plus propres à la vie des goémons et des algues que l'eau en était salée. Lorsque la surface, puis la profondeur du sol eurent été privées de sel, et que l'eau devint douce, l'immense majorité de ces plantes furent détruites. Un petit nombre d'entre elles, cependant, ayant pu se prêter aux nouvelles conditions de vie, prospérèrent dans l'eau douce comme elles avaient prospéré dans l'eau salée. Mais le phénomène ne s'est pas arrêté là. Quelques-unes de ces plantes, douées d'un pouvoir d'accommodation plus grand, se sont adaptées au plein air, après s'être adaptées à l'eau douce, et, sur les berges tout d'abord, puis de proche en proche, ont gagné vers l'intérieur. Nous avons surpris cette transformation sur le vif, et nous avons pu constater combien les formes se modifiaient en même temps que le fonctionnement physiologique. Déjà quelques tiges s'érigent timidement vers le ciel. On peut prévoir qu'un jour une flore sera ainsi créée de toutes pièces, et qu'une lutte ardente s'établira entre les espèces nouvelles et celles provenant de l'ancien ordre de choses. Ce qui se passe pour la flore se passe aussi pour la faune. Dans le voisinage des cours d'eau, on voit d'anciens animaux, marins, mollusques et crustacés pour la plupart, en train de devenir terrestres. L'air est sillonné de poissons volants, beaucoup plus oiseaux que poissons, leurs ailes ayant démesurément grandi et leur queue incurvée leur permettant, que le dernier fragment contenait. Intact, la fin du manuscrit. Tous vieux. Le capitaine Maurice est mort. Le docteur Bathurst a 65 ans. Le docteur Moreno, 60. Moi, 68. Tout, nous aurons bientôt fini de vivre. Auparavant, néanmoins, nous accomplirons la tâche résolue, et, autant que cela est en notre pouvoir, nous viendrons en aide aux générations futures dans la lutte qui les attend. Mais verront-elles le jour, ces générations de l'avenir? Je suis tenté de répondre oui, si je ne tiens compte que de la multiplication de mes semblables. Les enfants pullulent, et, d'autre part, sous ce climat sain, dans ce pays où les animaux féroces sont inconnus, grande est la longévité. Notre colonie a triplé d'importance. Par contre, je suis tenté de répondre non, si je considère la profonde déchéance intellectuelle de mes compagnons de misère. Notre petit groupe de naufragés était pourtant dans des conditions favorables pour tirer parti du savoir humain. Il comprenait un homme particulièrement énergique, le capitaine Maurice, aujourd'hui décédé, deux hommes plus cultivés qu'on ne l'est d'ordinaire, mon fils et moi, et deux savants véritables, le docteur Bathurst et le docteur Moreno. Avec de pareils éléments, on aurait pu faire quelque chose. On n'a rien fait. La conservation de notre vie matérielle a été, depuis l'origine, elle est encore notre unique souci. Comme au début, nous employons notre temps à chercher notre nourriture, et le soir, nous tombons, épuisés, dans un lourd sommeil. Il est, hélas, trop certain que l'humanité, dont nous sommes les seuls représentants, est en voie de régression rapide et tend à se rapprocher de la brute. Chez les matelots de la Virginia, gens déjà incultes autrefois, les caractères de l'animalité se sont marqués davantage. Mon fils et moi, nous avons oublié ce que nous savions. Le docteur Bathurst et le docteur Moreno eux-mêmes ont laissé leur cerveau en friche. On peut dire que notre vie cérébrale est abolie. Combien il est heureux que nous ayons opéré, il y a de cela bien des années, le périple de ce continent. Aujourd'hui, nous n'aurions plus le même courage. Et, d'ailleurs, le capitaine Maurice est mort.
qui conduisait l'expédition, est morte aussi de vétusté. La Virginia, qui nous portait. Au début de notre séjour, quelques-uns d'entre nous avaient entrepris de se bâtir des maisons. Ces constructions inachevées tombent en ruine. À présent, nous dormons tous à même la terre, en toute saison. Depuis longtemps il ne reste plus rien des vêtements qui nous couvraient. Pendant quelques années, on s'est ingénié à les remplacer par des algues tissées d'une façon d'abord ingénieuse, puis plus grossière. Ensuite on s'est lassé de cet effort, que la douceur du climat rend superflu. Nous vivons nus, comme ceux que nous appelions des sauvages. Manger, manger, c'est notre but perpétuel, notre préoccupation exclusive. Cependant il subsiste encore quelques restes de nos anciennes idées et de nos anciens sentiments. Mon fils Jean, homme mûr maintenant et grand-père, n'a pas perdu tout sentiment affectif. Et mon ex-chauffeur, Modeste Simona, conserve une vague souvenance que je fus le maître jadis. Mais avec eux, avec nous, ces traces légères des hommes que nous fûmes, car nous ne sommes plus des hommes, en vérité vont disparaître à jamais. Ceux de l'avenir, nés ici, n'auront jamais connu d'autre existence. L'humanité sera réduite à ces adultes gens et sous les yeux, tandis que j'écris qui ne savent pas lire, ni compter, à peine parler, à ces enfants aux dents aiguës, qui semblent n'être qu'un ventre insatiable. Puis, après ceci, il y aura d'autres adultes et d'autres enfants, puis d'autres adultes et d'autres enfants encore, toujours plus proches de l'animal, toujours plus loin de leurs aïeux pensants. Il me semble les voir, ces hommes futurs, oublieux du langage articulé, l'intelligence éteinte, le corps couvert de poils rudes, errer dans ce morne désert. Eh bien, nous voulons essayer qu'il n'en soit pas ainsi. Nous voulons faire tout ce qu'il est en notre pouvoir de faire pour que les conquêtes de l'humanité dont nous fûmes ne soient pas à jamais perdues. Le docteur Moreno, le docteur Bathurst et moi, nous réveillerons notre cerveau engourdi, nous l'obligerons à se rappeler ce qu'il a su. Nous partageons le travail. Sur ce papier et avec cette encre provenant de la Virginia, nous énumérons tout ce que nous connaissons dans les diverses catégories de la science, afin que, plus tard, les hommes, s'ils perdurent, et si, après une période de sauvagerie plus ou moins longue, ils sentent renaître leur soif de lumière, trouvent ce résumé de ce qu'ont fait leurs devanciers. Puissent-ils alors bénir la mémoire de ceux qui s'évertuèrent, à tout hasard, pour abréger la route douloureuse de frères qu'ils ne verront pas, au seuil de la mort. Il y a maintenant à peu près 15 ans que les lignes ci-dessus furent écrites. Le docteur Bathurst et le docteur Moreno ne sont plus. De tous ceux qui débarquèrent ici, moi, l'un des plus vieux, je reste presque seul. Mais la mort va me prendre, à mon tour. Je la sens monter de mes pieds glacés à mon cœur qui s'arrête. Notre travail est terminé. J'ai confié les manuscrits qui renferment le résumé de la science humaine à une caisse de fer débarquée de la Virginia, et que j'ai enfoncé profondément dans le sol. À côté, je vais enfouir ces quelques pages roulées dans un étui d'aluminium. Quelqu'un trouvera-t-il jamais le dépôt commis à la terre? Quelqu'un le cherchera-t-il? Seulement, c'est affaire à la destinée. Adieu, va. À mesure que le Zartok-Sofre traduisait ce bizarre document, une sorte d'épouvante étreignait son âme. Et quoi? La race des Andar-Itenshu descendait de ces hommes, qui, après avoir erré de longs mois sur le désert des océans, étaient venus échouer en ce point du rivage où s'élevait maintenant Basidra. Ainsi, ces créatures misérables avaient fait partie d'une humanité glorieuse, au regard de laquelle l'humanité actuelle balbutiait à peine. Et cependant, pour que fussent abolis à jamais la science et jusqu'au souvenir de ces peuples si puissants, qu'avait-il fallu? Moins que rien, qu'un imperceptible frisson parcourut l'écorce du globe. Quel irréparable malheur que les manuscrits signalés par le document eussent été détruits avec la caisse de fer qui les contenait. Mais, si grand que fût ce malheur, il était impossible de conserver le moindre espoir, les ouvriers ayant, pour creuser les fondations, retourné le sol en tous sens. À n'en pas douter, le fer avait été corrodé par le temps, alors que l'étui d'aluminium résistait victorieusement. Au reste, il n'en fallait pas plus pour que l'optimisme de Sofre fût irrémédiablement bouleversé. Si le manuscrit ne présentait aucun détail technique, il abondait en indications générales et prouvait d'une manière péremptoire que l'humanité s'était jadis avancée plus avant sur la route de la vérité qu'elle ne l'avait fait depuis. Tout y était, dans ce récit, les notions que possédait Sofre, et d'autres qu'il n'aurait pas même osé imaginer, jusqu'à l'explication de ce nom d'Édom, sur lequel tant de vaines polémiques s'étaient engagées. Édom, c'était la déformation d'Édem, lui-même déformation d'Adam, lequel Adam n'était peut-être que la déformation de quelque autre mot plus ancien. Édom, Édem, Adam, c'est le perpétuel symbole du premier homme, et c'est aussi une explication de son arrivée sur la terre. Sofre avait donc eu tort de nier cet ancêtre, dont la réalité se trouvait établie péremptoirement par le manuscrit, et c'est le peuple qui avait eu raison de se donner des ascendants pareils à lui-même. Mais, pas plus pour cela que pour tout le reste, les Andar-Itenshu n'avaient rien inventé. Ils s'étaient contentés de redire ce qu'on avait dit avant eux. Et peut-être, après tout, les contemporains du rédacteur de ce récit n'avaient-ils pas inventé davantage? Peut-être n'avaient-ils fait que refaire, eux aussi,
Le chemin parcouru par d'autres humanités venues avant eux sur la Terre. Le document ne parlait-il pas d'un peuple qu'ils nommaient Atlante? C'était de ces Atlantes, sans doute, que les fouilles de Sofre avaient permis de découvrir quelques vestiges presque impalpables au-dessous du limon marin. À quelle connaissance de la vérité cette antique nation était-elle parvenue, quand l'invasion de l'océan la balaya de la Terre? Quelle qu'elle fût, il ne subsistait rien de son œuvre après la catastrophe, et l'homme avait dû reprendre du bas de la montée son ascension vers la lumière. Peut-être en serait-il de même pour les Andari Tenchu. Peut-être en serait-il encore ainsi après eux, jusqu'au jour. Mais le jour viendrait-il jamais où serait satisfait l'insatiable désir de l'homme? Le jour viendrait-il jamais où celui-ci, ayant achevé de gravir la pente, pourrait se reposer sur le sommet enfin conquis? Ainsi songeait le Zartok Sofre, penché sur le manuscrit vénérable. Par ce récit d'outre-tombe, il imaginait le drame terrible qui se déroule perpétuellement dans l'univers, et son cœur était plein de pitié. Tout saignant des maux innombrables dont ceux qui vécut avaient souffert avant lui, pliant sous le poids de ses vains efforts accumulés dans l'infini des temps, le Zartok Sofre haïsseur acquérait, lentement, douloureusement, l'intime conviction de l'éternel recommencement des choses.